Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes le lundi 15 juin 2020. Bienvenue à votre émission, le débat quotidien sur Info TV. Deux thèmes dans cette édition. D'abord, la précarité des artistes. Nous allons donc faire un tour d'horizon sur les conditions de vie des artistes. Et puis, en seconde partie, nous allons aborder l'activité du don de sang au Cameroun en relation avec la 17e édition de la Journée mondiale du donneur de sang, commémorée hier 14 juin 2020. Et pour en parler justement dans ce studio, nos panélistes sont déjà bel et bien installés. Je m'en vais ainsi accueillir le premier consultant attitré de cette émission. Le débat, j'ai nommé le patriarche Bilois Aïssi. Bonjour, patriarche. Bonjour, je salue tous qui sont derrière et les caméras et la machine pour que nous soyons visibles, audibles. Je salue ceux qui prennent la peine de nous écouter chaque matin, parfois aussi de nous apprécier et de temps en temps de nous critiquer. Cela, de notre point de vue, n'est pas une mauvaise chose. C'est pourquoi je dis bonjour à tout le monde. Bonjour à mes companélistes. Vous l'avez certainement compris, le premier thème de cette émission est lié au décès de Maman Guéa. Maman Guéa qui est donc décédée hier à Douala après une longue maladie. Patriarche, comment est-ce que vous avez accueilli cette triste nouvelle? Je l'ai accueilli comme celui qui doit être peiné lorsque dans son pays les choses ne vont pas tout droit, lorsque les choses sont tordues, lorsque les choses, comme dans la gestion des droits d'auteur, sont carrément le fait ou, si vous voulez, la nourriture de quelques-uns. Je suis votre assistant Google. Nous aurons certainement le temps de revenir à vous. Nous accueillons le deuxième panéliste, Valère Bertrand Bessala, également consultant attitré de cette émission. Bonjour Valère Bertrand Bessala. Bonjour Madame Obama, bonjour à vos millions de téléspectateurs, bonjour au très vénéré patriarche, bonjour au troisième invité que vous aurez l'occasion de présenter. Toujours ravi d'être parmi vous. Voilà, vous avez également suivi ce décès de Maman Guéa, l'icône de la musique camerounaise. Quel souvenir gardez-vous de cet artiste? Oh, c'était le fameux album de 1997, dont je ne me rappelle plus le titre, du moins le titre de la première, mais des morceaux très intéressants. Je pense peut-être qu'avec le concours, peut-être la réalisation, on trouvera un fameux titre de Maman Guéa dans son album de 1997 qui a fait d'elle en fait une vraie révélation. Cette année-là, je me souviens, puisque même année 97, on perdait, je crois, Eboalotine, on venait aussi de perdre, je crois, Francis Bébé. Quelque chose comme ça. Donc à l'arrivée en révélation, on se disait quand même que bon, le monde de la musique à la fois perd et aussi il s'enrichit. C'est une dame dont je retiens beaucoup d'énergie, une femme aussi qui savait animer, qui savait donner beaucoup de joie à ses fans, à ceux qui aimaient bien ses produits, qui savait convaincre par le travail, et qui n'était pas rentrée dans ce que le patriarche appelle souvent la danse en dessous de la ceinture. Donc elle était vraiment restée dans une musique professionnelle. Certes, une révélation tardive, parce que peut-être quand on la révélait, elle se révélait au grand public, elle avait déjà un certain âge, mais c'était aussi l'âge de la maturité. C'est un âge de la maturité qui nous a permis quand même de danser, d'écouter et surtout d'aimer davantage la radio. Puisqu'à ce moment-là, bon, c'est vrai, 97, la télévision n'était pas encore vraiment ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, on écoutait vraiment, on aimait bien écouter la radio, surtout le poste national. Il n'y avait pas encore toutes les radios qu'on a sur la scène publique aujourd'hui. Donc, c'était le poste national, la FM 94. Et quand on était à Douala, c'était Soué là-bas 105. Donc, c'était vraiment cette égérie-là de ces radios locales-là. Elle nous a fait beaucoup de bien et je crois que nous ne lui avons pas suffisamment rendu ce que nous lui devions, parce que autant on le dit d'elle, autant on doit aussi le dire des autres artistes qui sont partis déjà. On a eu Javis qui est parti la fois dernière et qui a même été sur notre plateau ici à Affaires sociales.
on a ce problème-là, c'est-à-dire le traitement des artistes, leur reconnaissance, la reconnaissance de leur art quand ils sont encore vivants. Et il y a même un autre problème. On va peut-être Nous aurons certainement Oui, avec votre permission, je sors. On a un autre problème, c'est celui même de l'assurance de ces gens-là. Parce que l'assurance vie, il faut au moins que ces gens, quand ils ont travaillé, qu'au moins quand ils ne peuvent plus vraiment produire, que leurs œuvres leur permettent au moins de se soigner, de se nourrir, de se vêtir et même de pouvoir avoir un gîte. Voilà, nous revenons... Merci, je voudrais dire... je suis avec deux sorciers qui ne voulaient pas que je parle. Dès que j'ai commencé, ils ont déclenché mon téléphone. Non, c'est pour blaguer parce que quand on est en face de la douleur, on est en face de la tristesse, il faut faire un effort pour rester positif. Je disais tantôt que nous sommes dans un pays où rarement le cultivateur profite de ce qu'il fait. C'est plutôt d'autres. Et dans le domaine de la musique, c'est vraiment le cas généralisé. Et Bertrand Bessala dit quelques noms de disparus. Vous prenez quelqu'un comme M. Martin, qui était véritablement une icône du Koutsi. Nous allons venir en profondeur tout à l'heure, patriarche. Parlons d'abord de ce décès de Maman Guéa. La question c'était de savoir... que je parle, puisque Maman Guéa est mort comme M. Martin, dans la misère. Dans la misère, parce qu'il semble que ça a commencé par une maladie qu'on pouvait bien soigner, mais qui n'a pas été soignée, c'est-à-dire le diabète. Et elle s'en va comme ça, avec les deux jambes amputées. Alors, je crois que la meilleure solution d'ailleurs pour elle, pour quelqu'un qui a vécu, était de partir et de laisser ce monde méchant. Parce que les artistes au Cameroun travaillent pour les gestionnaires des droits des artistes. Et c'est cela le drame. Je crois que nous entrons en profondeur dans cette prévarication qui fait qu'aujourd'hui, aucun artiste camerounais ne se sent véritablement à l'aise. Lorsqu'on les compare aux Européens, on vous dit que Johnny a laissé une fortune immense et les enfants se discutent la fortune. Ici, au Cameroun, les enfants des artistes se disputent la misère et ce n'est pas normal. Et je m'en vais de ce pas accueillir le troisième invité. Il s'agit de Willy Kak, journaliste à Info TV. Bonjour Willy. Bonjour Aline, content de savoir qu'on a changé un peu de genre la présentation de ce programme et ça ne nous fait pas de mal de savoir qu'aujourd'hui à la présentation on a la Vicente Aline Paul Obam. J'en profite pour vous présenter toutes mes félicitations. Bon, et permettez-moi aussi, en plus de dire toute ma proximité à notre frère Jean-Bruno Efangono, qui d'ailleurs ne pourra pas être là en raison du décès de sa maman. Je sais que c'est généralement très difficile et je voudrais profiter de cette occasion pour présenter mes sincères condoléances à la famille durement éprouvée. Voilà, vous l'avez compris, sincères condoléances à Jean-Bruno Efangono, le présentateur attitré de cette émission, Le Débat. Willy Kak, vous avez vécu à Douala, certainement vous avez côtoyé l'artiste musicienne Maman Guéa. Elle a été malade cet an dernier, elle a beaucoup souffert, le patriarche l'a relevé tout à l'heure. Avant sa mort, elle avait déjà 2 de ses jambes qui étaient amputées et certains ont pensé qu'il était temps pour elle d'aller se reposer. Êtes-vous de cet avis? Oui, c'est clair. Quand vous avez connu Maman Guéa, notamment ces dernières années, moi j'ai eu la chance d'aller à l'hôpital La Quintini lorsqu'elle y était internée. J'étais très choqué par la personne que j'avais face à moi, c'est-à-dire que pour nous qui avons connu Maman Guéa, elle était aux antipodes de celle qu'on a connue par le passé jusqu'à ce qu'elle soit dans cet état-là, parce que Maman Guéa, la particularité pour cette dame, c'est qu'elle était pleine de vie. Elle était vraiment pleine de vie. C'est la femme qui aimait bien qu'il y ait de l'ambiance autour d'elle. Moi, j'ai connu Maman Guéa d'abord. Quand elle se lance dans la carrière, j'ai la particularité d'être disque jockey. Et j'animais régulièrement des surprises parties dans les quartiers, les anniversaires et tout. Et je me souviens d'ailleurs que le dernier morceau que je joue en tant que disque jockey sur les platines, c'est celui de Maman Guéa. Je m'en souviens, elle est en featuring avec Papa Zoé.
Et là, celui que j'appelais jusque-là mon employeur, qui était entre-temps aussi un oncle, on ne s'était pas accordé sur un certain nombre de choses. Donc, j'ai pas eu le temps de mixer une autre musique, je suis parti. Et j'ai pas l'habitude à la connaître davantage parce que j'ai travaillé pour certains cabarets dans lesquels elle était régulièrement invitée. Et après, chemin faisant, il s'est avéré que j'ai pris femme dans une famille qui est proche à celle de Maman Guéa. Donc ça fait qu'on s'est retrouvés continuellement. Le problème du décès de Maman Guéa, on va l'évoquer parce qu'il pose beaucoup de problèmes que mes prédécesseurs ont évoqués. Et d'ailleurs, on y entrera en profondeur. Donc, tout à fait. C'est quelque chose de triste que de savoir que les icônes de la musique, comme c'était le cas la semaine dernière de Claude Dame, auparavant c'était Manu Dibango, partent. Mais de quelle manière? Donc là, c'est la question à laquelle on essaiera d'apporter des éléments de réponse. Je suis triste, triste déjà pour la famille, parce que je sais quand même qu'elle était... elle était un pilier pour sa famille, ça, croyez-moi. Bon, écoutez, c'est le chemin de tout un chacun. Voilà, Maman Guéa qui a donc bercé des générations et des générations. Maman Guéa qui est donc partie hier, qui s'en est donc allée des suites d'une longue maladie, et nous ne pouvons que dire merci à cet artiste pour tout ce qu'elle a fait pour la musique camerounaise. Nous allons ainsi prendre une ponctuation musicale de l'artiste Maman Guéa, question, n'est-ce pas, de revivre donc quelques sensations à travers son talent. Maman Guéa chante, Samuel et Topis, ballon d'or africain, l'espoir de tout ton peuple. Maman Guéa chante, on t'écoute. Une dédicace au plaisir d'un footballeur qui est là-bas au fond de l'Espagne. Une maison au bleu de couleur et Topis est un grand footballeur. Une dédicace au plaisir d'un footballeur. C'est un lion indomptable, tout le Cameroun est derrière toi. Papa Eto'o, ballon d'or africain, tous les Banais te soutiennent aussi. Papa Eto'o, père de lance de la nation, tu es l'espoir de tout un peuple. Papa Eto'o, ballon d'or africain, toute l'Afrique te soutient champion. Il n'a pas passé tout son temps à rigoler, il apprenait sérieusement bien son football. Il n'a pas passé tout son temps à rigoler, il apprenait sérieusement bien son football. C'est fini, le temps s'en va, quand à Eto'o il s'en va au FC Barcelone. Il apprenait sérieusement bien son football. Il n'a pas passé tout son temps à rigoler, il apprenait sérieusement bien son football. Il n'a pas passé tout son temps à rigoler, il apprenait sérieusement bien son football. C'est fini, le temps s'en va, quand à Eto'o il s'en va
Voilà, c'était donc là un extrait du titre à succès de Maman Guéa qui avait donc fait honneur au lion indomptable Samuel Eto'o-Fils. Et nous savons une chose, c'est qu'un artiste ne meurt pas. Maman Guéa n'est pas morte. Certainement, ses œuvres resteront à jamais gravées dans les mémoires. Et nous enchaînons immédiatement avec le premier thème de cette émission consacrée justement aux conditions de vie des artistes. Patriarche Bilois a ici, quelle lecture faites-vous de l'environnement musical camerounais? La lecture que je fais est pour dire, le premier constat, c'est que ceux qui gouvernent ce pays, ils mesurent le bien-être à leur own personnel. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'avec les talents que nous avons, qu'on ait laissé que celui qui veut, il prend un CD d'un artiste, il multiplie et il vend au vu et au su de tout le monde, sans qu'il y ait une certaine répression. Deuxièmement, ceux à qui on confie la gestion des droits d'auteur au Cameroun, qu'ils soient professeurs, qu'ils soient ceci, c'est de véritables prévaricateurs. Parce que lorsqu'on voit leur train de vie par rapport qui est issu de cette gestion des droits d'auteur, on se demande, mais donc il y a de l'argent et les artistes meurent de misère. Non, je crois qu'il est temps qu'on demande au pouvoir public de s'en occuper véritablement. Parce que ce ne sont pas des artistes qui manquent au Cameroun, ce ne sont pas des talents, mais que ceux qui décident dans leur vie d'être des donneurs de joie finissent toujours dans la misère, ce n'est pas une bonne chose. J'ai donné l'exemple de M. Martin que j'ai côtoyé, et effectivement, M. Martin est mort dans la misère. On peut en citer comme ça. D'autres, on a parlé tout à l'heure de Javis, c'est la même chose, il n'y a pas d'exception. Donc, peut-être que dans la galaxie de la musique au Cameroun, il ne circule pas la drogue, parce que c'est ça qui donne de l'argent aux artistes. Et Dieu merci, parce qu'on a tout au plus quelques fumeurs d'herbe, mais pas de véritable drogue. Et cette herbe est fumée, évidemment, pour couvrir la misère. Parce que lorsqu'on a fumé l'herbe, on se croit grand, on peut même dire n'importe quoi, mais à la fin de la journée, lorsqu'on va à la maison, il n'y a rien à manger. Parce que ce n'est pas l'herbe qui fait bouillir la marmite. Il est temps aujourd'hui qu'au Cameroun, on s'occupe vraiment du sort des artistes. Parce que c'est une industrie qui donne de l'argent. Mais cet argent va où? Dans les poches des administrateurs. Et c'est pour cela que lorsqu'il y a élection dans ce domaine-là, les gens se discutent parce que chacun veut occuper une place lui permettant de se faire du beurre sur le dos des artistes. Et je dis, c'est pas une bonne chose pour notre pays. Il est vrai que on va me demander, vous connaissez beaucoup de secteurs ou domaines au Cameroun, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de prévarication, mais ce n'est pas pour cela que nous allons nous interdire de dénoncer ce qui semble être, ce qui est même un crime. Parce que vous ne pouvez pas, du travail de quelqu'un, vivre grassement pendant que celui qui a fait ce travail vit dans la misère. C'est, pour moi, une préoccupation qui devrait intéresser les pouvoirs publics. Et est-ce à dire que les pouvoirs publics ne jouent pas justement leur rôle, Valère Bertrand Bessala? Oui, mais il faut comprendre que la société camerounaise est échelonnée en dégradé. C'est-à-dire que à partir du sommet, vous pouvez savoir ce qui se passe au niveau du médian, vous pouvez savoir ce qui se passe au niveau de la base. Là, je me situe dans la logique du triangle d'Antony, c'est-à-dire qui est en fait comme un triangle isocèle. Au sommet, vous avez le chef de l'État et tous les apparatchiks, ceux qui sont autour de lui. Dans le médian, vous avez tous ceux qui nous dirigent là, les directeurs, ainsi de suite. Et à la base, vous avez le petit peuple camerounais.
Donc, c'est un peu comme cela. Donc, si ça ne va pas, j'ai toujours l'habitude de dire, et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui ai inventé cela, le poisson pourrit par la tête. Si ça ne va pas au sommet, ça n'ira pas au milieu, ça n'ira pas au fond. C'est comme cela que ça marche. Et le monde des artistes est exactement comme cela, c'est-à-dire à l'image même du Cameroun et à l'image même du management du pays. Figurez-vous que le patriarche le disait tout à l'heure, il y a des prévaricateurs qui se sucrent ou alors qui sucent le peuple comme des sangsues. Et c'est le peuple qui travaille au quotidien. Parce que c'est le petit paysan de Ngongmapoubi qui cultive son plantain et envoie à Yaoundé. C'est le petit paysan d'Obala, ainsi de suite, qui cultive son cacao, Monatele, Ndama, et Ligum partout, et qui ne reçoit jamais le fruit de cela. On sait que c'est les coxers qui passent dans les villages là-bas, et donc le plus grand d'entre eux est connu, il est à l'Assemblée nationale, c'est lui qui est devenu le plus riche de cette affaire-là jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est aussi comme cela les artistes. Ils creusent leur cervelle pour chanter, pour trouver, pour égayer les Camerounais, pour égayer le monde. Et il y en a qui ont même eu des grands prix à l'international. Mais vous allez voir, c'est un ministre qui arrive avec ses amis et puis c'est la pompe tout douce. C'est comme cela, ici c'est la pompe tout douce. C'est comme cela que le pays fonctionne. Donc, on ne va pas se plaindre de ce que les artistes sont clochardés. On devrait plutôt se plaindre de la manière dont le Cameroun est dirigé et qui justement impacte sur la gestion des artistes et du monde de l'art. Parce que ce n'est le traitement, le mauvais traitement des artistes n'est que la conséquence de la mauvaise gestion ou de la malgestion du pays. Est-ce que les artistes eux-mêmes ne sont pas responsables de leur situation? On constate quand même que généralement la plupart d'entre eux, au soir de leur carrière, vivent dans l'indigence. Non, personne ne vit de son métier ni de son art au Cameroun. Je veux d'abord le rappeler. Prenez même le cas du petit fonctionnaire ou du petit agent de l'État qu'on a pris dans les 25 000. Quand vous prenez 100 000 francs, vous donnez un petit agent de l'État. Un monsieur qui a peut-être, prenons la moyenne d'âge, 30 ans. Il a peut-être une épouse ou bien une amie, une compagne, avec un enfant. Il doit louer une maison. Il doit prendre le taxi lui-même. Il doit se nourrir. Il doit nourrir la famille avec 100 000 francs. Il doit soigner. Il doit soigner quand il y a les maladies qui n'avertissent pas. Personne ne vit de son art ni de sa compétence au Cameroun. Tout a été nivelé par le bas, afin qu'effectivement les Camerounais restent toujours dans une situation d'anxiété sociale permanente, afin qu'ils ne regardent jamais ou ne lorgnent jamais la politique ou le dernier siège. C'est comme ça là que ça marche. Je m'amusais, j'ai vu par exemple sur les réseaux sociaux un discours de M. Ouattara qui révélait qu'il a donné par exemple, pendant ses 10 ans, il a augmenté les salaires, le médecin là-bas gagne dans les 600 ou 700 000, je ne sais plus combien, l'enseignant d'université où c'est 800 ou 900 000, ainsi de suite. Bon, je m'amusais, les conditions ne sont pas les mêmes, c'est vrai, mais je veux quand même montrer que il y a déjà un gap que nous devons consentir à accepter entre le niveau de vie des autres pays de l'Afrique noire subsaharienne et notre niveau de vie par rapport à la capacité productive du Cameroun. Nous sommes la locomotive de l'Afrique centrale, certes le pays le plus peuplé, mais cela n'est pas une excuse pour que ceux qui travaillent au quotidien, ceux qui saignent leur cervelle, leur sang au quotidien, ne vivent pas de leur art. Parce que c'est ça le plus important. Regardez par exemple, vous allez me dire les Guinéens ne sont pas nombreux, ils n'ont que le pétrole. Nous on a le bois, en plus on a le pétrole, on a tellement de choses. Regardez, si vous voulez savoir qu'il y a l'argent au Cameroun, je vous donne seulement, je vous fais grâce de tout ce que vous pouvez constater. Je peux vous citer 2-3 ministères. Allez à 18h dans ces 2-3 ministères, je vous les donnerai, je donnerai les noms après, je vous donnerai les noms après l'émission. Et vous regardez ce qui se passe. C'est des sacs d'argent qui sortent tous les soirs. Les coquines arrivent, elles doivent aller construire ceci, tel directeur doit envoyer l'argent au village pour qu'on termine un duplex qu'il détruit et reconstruit comme Tchangabanda dans son temps, ainsi de suite. C'est comme cela que ça marche. Si vous revenez dans le domaine de la musique, c'est la même chose. Regardez le ministère de la Culture, c'est vrai. Il n'a que 2 milliards ou à peine 3 milliards de budget. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi est-ce que la collecte des redevances de l'art musical ne se passe pas? Elle est pourtant effective. Les brasseries, puisqu'il faut les citer, versent l'argent. Toutes ces compagnies, d'ailleurs même, il y a tout un impôt qui est adossé à tout cela, c'est-à-dire même au niveau des mairies. Il y a des prélèvements qui sont faits pour cela. Mais où va cet argent? On vous a dit par exemple, je suivais Papillon, l'artiste Papillon, s'offusquait qu'il allait là-bas pour la redistribution, on lui a donné 15 000 francs. Mais écoutez, c'est quand même terrible. Non, je crois qu'il y a un souci, c'est que l'État camerounais c'est une organisation générale de l'État camerounais, de nos politiques, qui ont décidé en fait de clocharder l'essentiel de la société camerounaise, toute corporation confondue, afin que les politiques restent toujours ceux qui dirigent et les autres restent toujours ceux qui sont dirigés.
Oui, Yulika, qu'est-ce que vous partagez cet avis? Il y a le patriarche qui soutient que les pouvoirs publics ne jouent pas véritablement leur rôle en ce qui concerne les conditions de vie des artistes. Il y a également Valère Bertrand qui insiste là-dessus. Selon vous, la précarité des artistes, à qui la faute? Bon, évidemment, les responsabilités sont partagées. Hein. Je soutiens parfaitement ce que et le patriarche et Valère ont dit. Vous savez que le secteur de l'art musical souffre de ce dont souffrent tous les secteurs au Cameroun. Je ne connais pas un secteur au Cameroun qui se porte mieux. Il souffre tous les secteurs, chacun à ce qui le concerne, du délaissement de l'État, de la gouvernance de notre pays, malheureusement. Mais moi, je voudrais surtout convoquer la responsabilité des artistes en eux-mêmes. Parce que, vous voyez, le cas de Maman Guéa, je le disais encore tout à l'heure, soulève un problème, celui de la gestion de la carrière de nos artistes et leur hygiène de vie. Parce que moi, c'est un milieu que je connais assez, puisque j'en ai fait partie à un moment. Les Camerounais, les artistes camerounais sont coupables de ce qu'ils ils ne sont même pas rendus compte de ce qu'ils représentent pour la société. C'est-à-dire que Valère disait aujourd'hui qu'on ne peut pas vivre de l'art musical. Il a raison, puisqu'il n'y a pas un salaire à proprement parler qui est défini pour les artistes musiciens. Les artistes musiciens, s'il faille parler de salaire, ce n'est qu'au niveau des droits d'auteur. Et nous savons ce que c'est les droits d'auteur. D'ailleurs, pour la petite information, le ministre de la Culture, M. Ismaël Bidonkwat, la semaine dernière a pris un certain nombre de dispositions pour que soit régulée la distribution, la redistribution des droits d'auteur au Cameroun. Mais moi, je voudrais dire que parallèlement à cela, l'art musical génère des rentes énormément au travers des prestations. Nous parlons quand même d'une artiste comme le cas de Maman Guéa, qui a quand même à un certain moment de sa vie eu le vent en poupe. Maman Guéa, savez-vous qu'elle participait à des soirées où le cachet en lui seul allait au-delà d'1 million de francs CFA. Je parle des choses que j'ai vues. Maman Guéa était propriétaire d'un cabaret qui avait pignon sur rue du côté de Douala. Les gens y allaient seulement parce que c'était le cabaret de Maman Guéa. Et ça générait énormément d'argent. Il faut à un moment aussi, toute raison garder qu'on se dise que les artistes Cameroun ont leur part de responsabilité. Le vénérable patriarche Valère Bertrand Bessala et moi, nous étions encore tout récemment chez l'artiste Otou Marcelin. Alors, Otou Marcelin, tout le monde sait ce qu'il a fait pour la musique camerounaise, mais ce n'est pas quelqu'un qui a faim aujourd'hui. Ce n'est pas l'État, il ne doit pas ce qu'il a aujourd'hui à l'État du Cameroun. Il doit cela à la façon dont il a géré sa carrière. Et c'est ça qui pose le problème aujourd'hui. Combien d'artistes au Cameroun aujourd'hui peuvent se prendre en main lorsqu'ils auront cessé leur carrière musicale? Ils ne sont pas nombreux. Si vous enlevez, je ne vais pas prendre le cas de ceux qui sont dans la diaspora, si vous prenez ici Petit Pays, Bendeka, dans une autre mesure, Papillon, ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Vous voyez ici, là, dans la ville de Yaoundé seulement, quand vous déambulez là, on vous montre un artiste qui avait du succès par le passé, mais il est l'ombre de lui-même. Et ce n'est pas de la faute de l'État. L'État a sa part de responsabilité parce que quand le patriarche disait prenez le cas de Johnny Hallyday, mais attendez, Johnny Hallyday ne doit pas sa fortune à l'accompagnement de l'État français, je suis désolé. Nous tous, nous savons qu'il a vendu des albums comme beaucoup d'artistes camerounais l'ont fait. Maman Guéa elle a eu des titres et qui certainement s'accompagnaient d'un certain nombre de pécunes. Donc, mais malheureusement, la vente des disques, des albums, comme tu dis, ça ne rentre pas dans la poche de l'artiste au Cameroun. C'est ça le véritable problème. Parce qu'il suffit que l'album sorte et qu'un vampire quelconque prenne et il refait pour vendre. Je suis d'accord. Et même là, les artistes avaient fini par trouver un moyen. Vous savez, puisque les artistes étaient floués dans la production de leurs arts, c'est-à-dire qu'il y avait des contrats qui étaient signés, des contrats de dupes véritablement. Hein. Il y a même un promoteur, un producteur musical ici à Yaoundé qui était même passé célèbre pour cela. C'est-à-dire qu'il décidait de vous produire, vous arrivez au marché central, vous voyez à l'époque on parlait de cassettes, cassettes audio, vous voyez ça sur les étals, les étuis pleins et tout. Mais vous allez au marché, dans les boîtes de nuit, les snack bars, ce n'est que votre musique qu'on joue. Quand vous voyez, vous dites, mais voilà. Et les artistes avaient trouvé une solution. C'était, ok, moi je te vends mon œuvre.
Je te vends mon œuvre, maintenant, tu produis autant d'albums, autant de, je veux dire quoi, autant de supports que tu veux. Mais ça fait aussi manger des artistes. Donc, je dis, l'État, pour conclure sur la question, Madame Obama, l'État a sa part de responsabilité. Ça, c'est clair. Mais moi, je dis, le gros de responsabilité, c'est l'artiste. Parce que l'artiste, contrairement aux autres, l'artiste, c'est d'abord lui-même. C'est d'abord lui-même parce que l'artiste, en lui, il reflète sa personne, il reflète la société, il reflète la qualité de ses œuvres. Comme chaque être humain d'ailleurs. Oui, comme chaque être humain, certes. Mais seulement, il faut reconnaître des choses. Nous devons contextualiser les choses. Et il y a des artistes qui, je n'insulte personne, ne sont pas allés à l'école et qui, ma foi, quand même, ont percé sur le marché de la vente des albums et qui sont morts dans la misère. Parce que les cas que nous prenons en Occident, c'est qu'il y a des agents et l'agent ne floue pas l'artiste. L'agent cherche des contrats juteux. Et il les amène, il lui dit, bon, j'ai convenu un concert à tel endroit et le cachet, c'est tant. Voici le contrat. Mais nous n'avons pas cela ici. Demander à quelqu'un, un musicien ici, d'avoir un agent, c'est compliqué. Non, moi, avec votre permission, je crois que M. Kak dit des vérités. Mais restons terre à terre dans l'argument. Vous savez, l'État est comme un père. L'État est comme un père. La première fonction d'un père, c'est l'organisation. C'est l'une des fonctions régaliennes de l'État. Avant la redistribution, l'organisation. Donc, c'est l'État qui doit organiser chaque secteur de la société. Si l'État n'organise pas, il s'y installe un désordre. Et tout le monde fait à sa tête et on aura toujours des conséquences comme celle-ci. Dans mon argumentaire de départ, c'est ce que j'essayais de démontrer. Regardez, il a pris l'exemple de la France de Johnny Hallyday. Non, je suis désolé. Si Johnny Hallyday est devenu riche, c'est parce que c'est à la base à cause de l'État. Je suis désolé. De l'organisation. C'est parce que l'État avait déjà organisé les choses. Vous avez là-bas la SACEM. Vous avez même des impôts spécifiques sur l'art. Quelqu'un qui fait une petite fresque sur un mur peut aller tendre la main quelque part du moment où il s'est fait enregistrer et percevoir quelque chose à la fin du mois. Un État où on paye les chômeurs. Vous n'allez pas vous imaginer qu'un artiste ne puisse pas avoir une assurance vie. Un artiste ne puisse pas avoir une bonne retraite. Non, soyons sérieux. Je dis toujours que le domaine de l'art musical et de l'art en général est à l'image de ce que nos aînés en politique ont bien voulu que le Cameroun soit. Ce n'est que cela. Vous parlez seulement des artistes. Regardez les footballeurs. Mais vous avez voilà, Magnusson qui est en train de périr à l'hôpital dans la maladie. Magnusson, Jean-Pierre Akono, il périt à l'hôpital. Est-ce qu'il n'a pas servi? Vous allez voir quelqu'un qui a joué au football. Revenons à la gestion du droit d'auteur. Moi, je prends des exemples pour qu'on se comprenne bien. Moi, je prends des exemples pour qu'on se comprenne bien. C'est parce que l'État n'organise pas. L'État doit organiser en faisant quoi concrètement? Justement, vous posez une bonne question, en faisant des textes qui doivent être appliqués. Attends. Moi, je voudrais achever. Je voudrais Valet Bertrand a la parole, s'il vous plaît. Je vais la lui redonner. Et il a pris le cas de Magnusson. Mais monsieur, vous savez combien on paye un entraîneur de l'équipe nationale lorsqu'il est camerounais? Par exemple 500 000. Quand c'est un expatrié, c'est 60 millions. Oui, mais vous savez aussi que Jean-Paul Akono a touché 42 millions de primes. Je veux continuer et dire que c'est cette fonction d'organisation-là qui est la base de tout succès dans un État, dans une société, dans une corporation, dans un corps de métier. Et en ce qui concerne les artistes, c'est pas aux artistes de se mettre ensemble pour faire l'art au Cameroun. C'est pas aux artistes de se mettre ensemble pour avoir une assurance vie. C'est pas aux artistes de se mettre ensemble pour avoir une petite pension retraite lorsqu'ils sont déjà un peu plus âgés et ne peuvent plus produire. C'est pas aux artistes de s'organiser eux-mêmes, d'organiser leur secteur. Ils peuvent à tout le moins s'organiser en corporation, mais ils ne peuvent pas organiser leur secteur parce que c'est la fonction régalienne. Sinon, pourquoi y aurait-il un ministère de la Culture?
Il existe un ministère de la Culture parce qu'effectivement, il est supposé y avoir une organisation de la culture. Et quand on dit culture, c'est la culture musicale, c'est la culture artistique, c'est la culture, c'est la culture, c'est la culture. Mais Donc, il y a faut quand qu'on se même des comprenne. sociétés de gestion Je de droits veux d'auteur qui crée les sociétés de gestion. Allons même plus loin. Vous avez vu ce qui s'est passé lors des dernières élections où Dédié Yango a été débarqué parce qu'on a dit qu'il était américain. Mais attendez, si les artistes sont censés s'organiser eux-mêmes, ils sont libres même d'aller chercher un Américain et le placer à la tête de leur propre corporation. Vous comprenez donc que l'État vient s'ingérer dans l'art musical pour en fait y apporter les éléments qui n'ont rien à voir avec cet art ou alors pour imposer toujours la politique. Vous savez qu'on susurrait que c'était plutôt celui qui a chanté le mari de ma femme qui était présumé pour l'affaire. Mais comme il n'était pas adulé par les artistes, et on sait que lui il est membre du RDPC, il est même président de quelque chose, et après il s'est pourfendu dans les médias qu'il a donné l'argent à un tel, à un ci, pour qu'on vienne le déposer là. Mais les artistes ont choisi celui qu'ils avaient à choisir. Mais on a su trouver qu'il n'est pas camerounais. Voilà les raisons. Donc je vais vous faire ça, je vais un peu vous amener à comprendre que, à vous poser la question, si vous dites que l'État ne doit pas organiser, pourquoi donc doit-il organiser les élections dans une association corporatiste? Nous sommes d'accord que l'État doit organiser, mais l'artiste, Vous avez donc les artistes ont également moi je sors leur part de pas là. responsabilité. Moi je sors pas là. Nous savons tous que les sociétés de gestion des Moi, droits je sors pas d'auteur là. ne font pas toujours l'unanimité Je sors au pas sein là. des artistes. Monsieur Kak disait tout à l'heure que les artistes se gèrent mal. Je veux aussi quand même dire une chose. Vous savez, il y a les fonctionnaires qui finissent pauvres hein, et très malheureux Par à la exemple. retraite. Mais vous savez ce qui fait le bonheur d'un fonctionnaire ou d'un agent de l'État qui a travaillé? C'est la retraite, c'est-à-dire sa petite pension. Est-ce que les États ont cette pension? Vous comprenez donc qu'il y a un problème. Si vous n'arrivez pas à vous autogérer avec les petits revenus que vous avez, au moins l'État doit mettre ce garde-fou pour ne pas vous clocharder au moment où vous devenez, comment dire, impotent. Parce que c'est ça la véritable logique aujourd'hui. Pourquoi ils ne sont pas affiliés? On voit la CNPS se balader dans les marchés, les Bayamsa là, essayer d'affilier les Bayamsa à CNPS. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé voir aussi la corporation des artistes pour dire il faut les inscrire à la CNPS pour qu'ils aient au moins un pécule dans leur retraite? C'est ça la véritable logique. Est-ce que vous savez qu'il y a une taxe sur les spectacles en France? C'est-à-dire que quand Johnny Hallyday dans les années 60, alors même que l'art musical était encore à la montée, organiser un grand spectacle, par exemple, je ne sais pas, dans les grandes salles là-bas chez eux, il y avait une taxe qu'on prélevait et chaque artiste était fiché. Chaque artiste est fiché. On vous paye par mois au prorata du revenu que vous apportez et que vous faites rentrer dans les caisses de l'État. C'est ce qui se passe là-bas, mais rien n'est fait ici. Non, Oui, Ulika, êtes-vous de cet avis? Est-ce que les artistes sont victimes des politiques culturelles du gouvernement? oui, quelque part, quand vous suivez les explications de Valère, je suis entièrement d'accord avec lui que l'État, ça n'a pas de responsabilité. Mais il faut, moi je voudrais, pour le cas des artistes, dédouaner l'État. L'État, là où je voudrais le dédouaner, c'est que il y a quand même ce qu'il explique là. Ça existe au Cameroun. C'est vrai, ça existe plus sur le papier que sur le terrain. Il y a des textes qui régissent le secteur d'activité de l'art musical, de l'art même en général dans notre pays. Valère parle par exemple de cet impôt-là qu'on prélève à chaque organisation de spectacle. Mais ça existe au Cameroun. Mais les promoteurs et les organisateurs de spectacles font toujours tout pour flouer l'État. Ça, peux vous citer des cas comme cela. Il y a même un artiste, paix à son âme, Ali Baba. Vous savez pourquoi il décède? Parce qu'Ali Baba va faire un concert avec ses amis, il prend l'argent et il file en douce. Et les gars commencent à aller chercher à la fin du spectacle et tout. Ali Baba est passé où il est passé. Sauf que mal lui en a pris parce qu'il avait fait à un Nigérian. Et le Nigérian, vous savez comment ils sont nos frères nigérians. Allez, ça, c'est un cas. Je reviens même encore sur la retraite dont il parle. C'est tout à fait logique. Et je suis d'accord avec lui qu'il faut qu'on institue, même au niveau de la CNPS. Mais encore que ça doit être le prorata de quelque chose. Vous avez des artistes qui produisent un album tous les 10 ans. S'il va falloir même que vous préleviez quelque chose de cet album, vous le faites comment? Il a parlé par exemple du cas de la SACEM. Mais c'est les artistes eux-mêmes qui vont encore dire au ministre que Dédié Yango qu'on a élu, il n'est pas camerounais. Non, il faut rectifier, ce ne sont ça, pas les artistes, ce sont des. Ouais. Une partie. Non, mais attendez, laissons tomber l'article. Moi, je préfère qu'on reste sur l'acronyme. L'acronyme, c'est quoi? Artiste. C'est-à-dire que ce soit des ou les, ce sont des artistes. Madame Amatou Toumouna, lorsqu'elle était ministre de la Culture,
Elle a organisé une mascarade dans le nord-ouest là-bas, mais elle a été suivie par plusieurs artistes. Ils sont là-bas, on leur distribuait des guitares mal famées et tout, qui ne valaient même pas un clou. Mais allez savoir combien ça a coûté à l'État. On vous disait qu'une seule guitare, elle-même, c'était même pas des blenders et tout ça. On vous disait qu'une guitare coûtait 1 million de francs CFA. Et il y a des artistes qui ont reçu, qui ont même émergé, qui ont remercié l'État pour cela. Je le soulignais donc tantôt, c'est parce que les artistes eux-mêmes... c'est de ça qu'il s'agit, Madame Obasanjo, convivialité. au-delà de vouloir accuser l'État qui ne fait d'ailleurs rien, pas beaucoup pour tous les Camerounais, parce qu'il a évoqué le cas du football. On peut évoquer même le cas de l'éducation. Là, le chef de l'État vient de faire dotation de 6 milliards 500 millions aux établissements privés. Dieu seul sait combien en percevront quelque chose. Ça, tous les secteurs au Cameroun souffrent de la malgouvernance. Mais je dis, pour le cas des artistes, ils ont leur part de responsabilité. Parce que, je vous prends un cas, ils ont parlé du cas du football. Moi, je connais des footballeurs aujourd'hui qui ont joué au haut niveau. Je dis au haut niveau, aujourd'hui qui vont à pied. Si demain ils venaient à mourir, on va dire que c'est la faute de l'État pour les gars qui touchaient des centaines de millions de francs par mois. L'État cède sa part de responsabilité parce qu'ils ont engrangé un laurier pour l'État. On a vu en Côte d'Ivoire le président Alassane Ouattara donner au fruit des villas aux joueurs qui avaient remporté une CAN. Ici au Cameroun, on a appris dernièrement de John que même les primes de quart de finale de la Coupe du Monde 90 n'ont jamais perçu. Ça, c'est des affaires qui sont légion. Mais aujourd'hui, que M. John Kep soit pauvre et qu'on dise que c'est du fait de l'État, il y a un problème. Oui, Voilà, patriarche. Je voudrais dire une chose, Willy. Si tu ne tiens pas compte de ce que la précarisation ou la paupérisation du monde musical est un outil de domination, de soumission des artistes, c'est que tu es à côté de la plaque. C'est comme pour tout le peuple. Si vous voulez avoir un peuple docile, vous le précarisez. À ce moment, c'est lui qui amène un peu de beefsteak et applaudit comme étant le sauveur. Donc, c'est exactement ce qui passe. Je te dis, c'est un... Vous savez ce qui est dangereux, patriarche, permettez-moi, c'est la précarité mentale. Et c'est ce dont souffre bon nombre d'artistes aujourd'hui. Parce que la misère mentale est plus dangereuse que la misère matérielle. Et c'est ce à quoi vous faites allusion, le beefsteak. Si un beefsteak est empoisonné, vous le recevez, vous le mangez tout simplement sous le fallacieux prétexte que vous avez faim, vous êtes dans la misère. Mais attendez, autant mieux prendre une corde, la mettre au cou, vous pendre parce que vous êtes pauvre, c'est pareil. Non, je voudrais dire que l'État devrait faire en sorte que cela n'existerait pas. Si l'État travaillait véritablement pour le bien des artistes, il ne mourrait pas pauvre. Prenez le cas des médias. Vous pouvez m'expliquer pourquoi il n'y a que la CATV qui bénéficie de la redevance audiovisuelle. Mais c'est pour que les autres ne montent pas. C'est pour que les autres soient soumis. Non, c'est la même chose chez les artistes. Il faut pas se le cacher. Non, je dis dédouaner l'État, même canoniser l'État. Si vous canonisez, ça veut dire que l'État est déjà mort. Ça, il faut que tu le saches. Ouais. Donc, quand vous canonisez l'État, ça veut dire que... Et quand l'État est mort, c'est le bordel général. Et aujourd'hui, l'État a organisé ce désordre dans le domaine de l'art musical pour que les affidés du parti au pouvoir puissent se sucrer pendant que les autres prennent la peine de travailler, de jouer à la guitare, de chanter, de faire de la batterie. Non. La responsabilité principale revient à l'État. Parce que l'État a le devoir de soutenir ses citoyens. Pourquoi on demande à l'État de créer des hôpitaux, de créer des écoles, de faire ceci? Et là, ces gens sont sans soutien. Nous avons pris le cas du football. Mais je vous le dis ici souvent. Mon fils, Biloa Hugues, est bac plus 6 en matière de sport. Il est au quartier parce que le papa s'appelle Biloa. Il est parti au Cuba avec la bourse de l'État. Quand il revient, on lui dit, mais attendez, il y a une réunion qui va faire la réunion des équivalences. Ça fait 15 ans. Vous comprenez? L'État au Cameroun fonctionne mal. Il faut que ce soit dit clairement. Et on n'a pas à dorloter l'État parce que nous vivons cela aujourd'hui. Nos enfants vivront cela plus durement parce que une maladie que vous ne soignez pas s'aggrave. Il faut
que dès le début, on soigne une maladie, mais on a laissé prospérer la prévarication. Comme le disait Bertrand tout à l'heure, je vous dis, sur 100 fonctionnaires, il n'y a pas 99 qui vivent de leur salaire. C'est pas possible. Non, mais ça, Moi, c'est Alors, avant de continuer, vous permettez qu'on prenne quelques messages. Nous avons bonjour, maman, bonjour, mes hommages à Maman Guéa. Je salue l'analyse pertinente de M. Bessala. Le poisson pourri par la tête. Les artistes sont victimes de la voracité et de la gourmandise des politiques. Bonne journée. Cet autre message, tous les artistes ne sont pas des vedettes, toutes les vedettes ne sont pas des artistes. Les journalistes ne sont pas mieux lotis au Cameroun où la pauvreté est institutionnalisée par la corruption. Message signé Otou Marcelin. Bonjour Info TV, mes condoléances à toute la famille des artistes. Message signé Mal Alioum depuis Marois. Merci à vous Mal Alioum depuis Marois. Les musiciens, comme le reste de la classe pauvre, sont négligés par la classe de la bourgeoisie folle de ce Cameroun à l'emprise du vent. Imam Abdoul de Fumbot. Bonjour le panel, mes condoléances à Monsieur Efangono et à toute la famille. C'est signé Étoile depuis Berthois. Alors, Valère Bertrand, à vous entendre parler, il se pose un véritable problème d'assainissement du milieu artistique camerounais. Qu'est-ce qu'il faut exactement faire à ce niveau? Madame Obama, il ne se pose pas un problème d'assainissement. Je dis, parce que si on dit ici qu'il y a un problème d'assainissement, ça veut dire que celui qui a assaini n'existe pas. Celui qui doit assainir. C'est comme si vous dites que la maison est sale et on voit des gens assis. C'est comme si la main qui peut balayer n'existe pas. Non, il n'y a pas de problème d'assainissement au Cameroun. Parce qu'on nous avons la contrefaçon qui bat son plein. J'ai parfaitement compris votre question. Je voulais juste vous faire comprendre que comme je l'ai bien comprise, je voudrais vous faire part de ma compréhension à moi. Le balayeur est connu. C'est l'État. Mais le balayeur a décidé délibérément de ne pas balayer. Pour des raisons qui lui sont connues. Lesquelles? C'est-à-dire que il faut absolument que la maison musicale reste dans un état d'insalubrité afin que ceux qui y vivent n'aient pas l'occasion de pouvoir chercher mieux ailleurs ou de s'intéresser à autre chose. C'est-à-dire que quand on vous met dans une maison, vous avez votre enfant, vous pouvez créer pour que votre enfant n'aille jamais chez le voisin s'amuser avec lui parce que vous n'aimez pas quand il va chez le voisin. Vous créez des activités à l'intérieur de la maison, va faire ceci, dès qu'il finit, tu dis non, tu n'as pas bien fait, tu fais. C'est comme ça que ça marche. Je vais aller dans les exemples. Est-ce que vous pouvez encore aller à la poste centrale aujourd'hui et trouver des CD comme on en trouvait il y a 10 ans à la poste centrale? Je vous pose la question parce que je sais que la réponse c'est non. Pourquoi? Parce que l'activité musicale et ses supports ont muté. Aujourd'hui, c'est la clé USB. C'est le téléphone. Si je m'arrête seulement à ce niveau-là, vous allez comprendre que l'État n'est pas paresseux. L'État fait exprès de ne pas reverser l'argent aux artistes. Est-ce que vous savez que toutes nos compagnies de téléphonie mobile reversent à l'État tout ce qui se passe sur le domaine musical, c'est-à-dire les morceaux? Je vois souvent Mr. Léo, Mr. ceci ou cela, DJ machin, ceci. Les morceaux en attente. On vous propose ça sur Orange, parfois même le message arrive subrepticement et comme vous êtes pressé de le balayer, vous validez même plus tôt. Et on vous coupe vos 80 francs ou vos 20 francs. C'est comme ça que ça marche. Parfois, vous avez votre téléphone et quand vous manipulez beaucoup, vous validez cette affaire-là. Et puis quand quelqu'un vous appelle, il dit mais j'ai suivi, c'est toi, c'est DJ Léo ou c'est pas qui au téléphone. Je dis mais mon frère, j'ai validé ça quand? C'est déjà dans votre téléphone. Qui va prélever là-bas? Vous voulez dire que c'est l'État, les artistes qui doivent aller toquer à Orange, toquer à MTN sans publicité, à Vietel, à Camtel, pour dire vraiment vous jouez nos morceaux, il faut nous reverser l'argent? Non, c'est l'État. Pourquoi ça ne se passe donc pas? Parce qu'en fait, l'État refuse de reverser. Parce que ce qui est clair, ces compagnies reversent la redevance à l'État. Mais c'est l'État qui ne veut pas faire son boulot. Parce qu'en fait, cet argent doit aller ailleurs. Je prends souvent ce petit cas. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est une petite digression, si vous me la permettez. Est-ce que vous savez pourquoi le téléphone coûte cher au Cameroun? La minute de téléphone coûte cher au Cameroun. Parce qu'il y a une complicité
entre le régulateur qui est l'ART, la tutelle qui est le Minpostel et les compagnies de téléphonie mobile. Est-ce que vous savez que si vous consommez 100 francs la minute, en fait, l'opérateur a maximum 40 ou 50 francs. Dans les 100 francs que vous dépensez pour la minute, posez-vous la question, où vont les autres 50 francs? Les autres 50 francs vont dans la poche de l'ART. C'est-à-dire, quand je dis de l'ART, parce que l'ART n'est pas une caisse fiscale. Les autres 50 francs vont dans les poches de l'ART, vont peut-être pour 10 francs aux impôts, mais les 30 autres francs, on se les distribue à Londres, chaque année. C'est-à-dire que l'ART, le Minpostel et tous les apparatchiks de la présidence qui sont dans ce réseau-là. Ça, c'est des choses que les Camerounais doivent comprendre. C'est pour cela que le téléphone, la communication coûte cher au Cameroun. Si nous revenons donc sur les artistes, comment vous rendre donc compte que une fois que les compagnies de téléphonie mobile ont reversé cet impôt à l'État, c'est-à-dire à notre direction générale des impôts, puisque tout cela est prélevé dans ce sens-là, pourquoi est-ce qu'on ne reverse pas aussi à la c'est la SOCAM maintenant, je crois, qui est d'actualité. Oui. Sonacam. À la Sonacam. Pourquoi on ne reverse pas à la Sonacam? Parce que c'est ça le véritable souci. Deux, qu'est-ce qui empêche l'État aujourd'hui d'instruire la CNPS, d'inscrire ou d'enrôler tous les artistes dans le fichier des pensionnés? Qu'est-ce qui empêche l'État aujourd'hui? La CNPS préfère aller dans les marchés, aller enrôler les BAM, c'est bien. Mais vous pensez qu'un artiste qui, par exemple, sait qu'il est inscrit à la CNPS et il peut lui arriver quelque chose dans ses 60 ou 70 ans, peut-être ses frais de spectacle, si on lui dit que c'est 15 000 francs par mois, il ne pourra pas les reverser lui-même, en plus de ce que la Sonacam pourra verser au cas où il a été défaillant au cours de l'année. Cela est possible, mais cela n'est pas fait par l'État. Je peux même aller plus loin, je sors par là, avant M. Kak, pour dire que vous avez le phénomène, allez à l'avenue Kennedy, les clés USB, les gens arrivent, je choisis tel morceau, je choisis ceci, je choisis cela. Est-ce que ces enfants qui sont à l'avenue Kennedy, là, ils sont cachés? Ils sont là au vu au su de tous. Mais où sont les inspecteurs des impôts? Où sont ces agents de l'État qui doivent vraiment dire que bon voilà, organisons le secteur de la musique en disant ne peut transférer des fichiers musicaux dans un téléphone à titre lucratif que celui qui est inscrit dans un collectif particulier et qui paye ses impôts. Mais on a laissé cette activité comme cela. Vous voyez dans un quartier, un jeune ouvre son petit box, il met un ordinateur et il dit dépannage et transfert de musique, les sons, ils appellent ça les sons. Vous venez avec votre téléphone, on met dans. C'est ça le véritable souci, l'organisation. C'est ce qui manque au Cameroun et c'est ce qui fait des ordres. Oui, monsieur Kat, pour son intervention. Me donne 30 secondes. Je vais vous dire une chose. Si nous dédouanons l'État, c'est qu'on n'a pas fait notre travail. Parce que, comme le dit Bertrand, c'est l'État qui doit organiser. Lorsque dans mon téléphone, on me dit, et je n'ai jamais souscrit à ce jeu, combien de pattes a un cochon? Mais vraiment, je dis, l'imbécile qui me pose la question devrait être puni. Il devrait être puni. Parce que ça, c'est une insulte. Quand vous me demandez à moi combien de pattes a un cochon, je peux vous montrer, c'est dans mon téléphone. Vous dites alors qu'il a une patte. Tout ce qui l'intéresse, c'est les 50 francs. On va couper l'argent. On vous dit, vous avez déjà tant de points. Et vous n'avez jamais souscrit. Et lorsqu'on vous dit, si vous ne voulez pas envoyer stop, vous envoyez stop, ça ne passe pas. Ça ne valide pas. Ali, vous avez posé une question tout à l'heure, M. Valère Bessala, qui était faute de sens. Il faut assainir le milieu de l'art au Cameroun. Parce que les principaux parce que vous voyez, les artistes sont autant les victimes, autant les bourreaux. Vous savez qu'il y a toute une association au Cameroun de lutte contre la piraterie. Mais savez-vous que ceux qui constituent cette association encouragent même la piraterie? Je peux vous citer les noms des gens qui vont au marché Congo à Douala. C'est-à-dire qu'il a sorti une œuvre, il va au marché Congo pour qu'on lui produise des disques parallèles à ceux qui sont dans le circuit normal. Je vous dis des artistes, je peux citer leur nom, mais je ne voudrais pas leur faire cette contre-publicité. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils vont voir nos frères nigérians là, pour leur dire, mon frère, je viens de sortir un album, voilà, l'album n'est même pas encore sur le marché, mais que lui, il a procuré à ces contrefaiseurs là, son album. Vous savez par exemple, aujourd'hui, combien d'artistes au Cameroun se mettent à la page? Nous sommes à l'heure des technologies de l'information et de la communication.
Combien d'artistes camerounais ont une page Facebook officielle? Combien d'artistes camerounais sont sur YouTube? Combien d'artistes camerounais sont vendables aujourd'hui? Ce n'est pas de la faute de l'État. La qualité même des produits aujourd'hui, quand vous regardez, on est fier on pleure aujourd'hui Clone Dame parce qu'il s'est distingué par sa plume, la qualité de ses textes. Mais combien sont-ils aujourd'hui des artistes camerounais qui ont des œuvres véritablement vendables? C'est-à-dire qu'on enlève les œuvres qu'on peut vendre à Carousel, on peut vendre à X, Y endroits, qui peuvent se vendre à l'international. Ce n'est pas à l'État d'aller vendre leurs produits aussi quand même. L'État doit déblayer le chemin, je suis d'accord, l'État doit poser les bases. Mais les artistes aujourd'hui ne travaillent pas au Cameroun. C'est-à-dire que dès que le gars, on peut jouer sa musique sur, dans 5, 10 Nagba, on l'invite. Quand vous regardez aujourd'hui dans un pays sérieux, un monsieur comme Nyangolo est une icône. C'est quoi la musique de Nyangolo? Mais après, demain, quand on va dire les droits d'auteur, il va venir, il va demander aussi les droits d'auteur. Oui, c'est normal, il a des œuvres musicales. Mais sur le plan artistique, la musique étant un ensemble de sons agréables à l'oreille. Vous avez des gens comme ça, on a le grand baraque, et on danse. Et vous voulez qu'on vende ce genre de choses à l'international? Quand quelqu'un comme ça, quelqu'un comme celui-là, demain, il est dans la précarité. Vous avez dit qu'il était un grand artiste, il avait le vent en poupe, il faisait quoi? Il faut aussi assainir cela. Monsieur Kaka, on a eu Oui, Monsieur Kaka, il y a justement une question pour vous. Permettez, Valère Bertrand, il y a ce message pour Monsieur Kaka. Bonjour à tous sur le plateau. Demandez à Monsieur Kaka si les droits d'auteur sont équitablement distribués aux artistes qui produisent pourtant cet argent. C'est Siméon depuis Bertrand. Non, là je lui réponds automatiquement non. Et le problème de droits d'auteur aujourd'hui, je le disais encore, monsieur Pierre Ismaël Bidonkwat, que j'affectionne pas particulièrement, est en train de travailler dessus, puisque je le disais encore, il a commis un communiqué, même il a travaillé dessus la semaine dernière. Mais je dis une chose, il y va aussi de la responsabilité des artistes. Quand on vous dit aujourd'hui le problème des droits d'auteur, quand toi tu es artiste, tu vas à la société censée te verser tes droits d'auteur, on te donne 5 000, tu prends. Est-ce que ça fait sérieux? Il y a des artistes au Cameroun qui vont pour percevoir leurs droits d'auteur, on leur donne, comme disait Papillon, 15 000. Il prend et il est fier. Il signe, il les mange même. Moi, je demandais on va ajouter deux. C'est ce que j'ai même dit à l'un d'entre eux, à un frère avec qui on a fait nos premiers arbres. J'ai dit, mais franchement, quand toi-même tu viens me dire que Willy, je suis allé percevoir mes droits d'auteur, on m'a donné 15 000. Il dit, tu as pris? Il dit, mais quel idiot aussi. À ce temps, toi, tu as pris comme ça 15 000. Donc, on va ajouter 3 zéros. Il lui a même donné une technique. Je dis que prochainement, quand tu prends, tu mets les parenthèses. C'est-à-dire qu'avant le 1, tu mets une parenthèse. Après le dernier 0, tu mets une parenthèse. Donc, il faut aussi que les artistes se prennent en main. Parce que si les artistes camerounais parlaient d'une seule même voix, Aline, on ne serait pas dans ce... Parce que quand vous êtes une force, quand vous êtes une force, l'État peut avoir tout ce qu'ils ont comme armada... Quel est le secteur qui est uni au Cameroun? Même la politique, l'opposition, rien. Vous comprenez que tout est à l'image de la tête. Oui, mais justement, l'union fait quand même la force. Qu'est-ce qui est uni au Cameroun, madame Obama? C'est ce que un seul secteur. On se dit que si les artistes sont réunis, il y aura quand même un changement. Société des droits d'auteur, des droits voisins au Cameroun a fait l'unanimité chez les artistes. Par exemple. Et Somba, il était là. Dieu seul sait combien il s'est engraissé avec la Sosinada. Il est parti, on a créé le CMC, il y a eu les Sambédé, il y a eu Manu Dibango. Regardez Manu Dibango, il est parti comment? Sur la plante des pieds. Le grand Manu, celui pour qui tout le monde chante aujourd'hui, oh le père Manu, le père Manu. C'est le même qui disait aujourd'hui quand le père Manu est décédé, qu'il est oh père Manu, alors que c'est le même qui lui jetait des pierres. On est parti, voilà, ça on a eu Dédé Yango, ça a connu ce que ça a connu. Roméo Dika est venu, voilà, ça a connu ce que ça a connu. Voilà, maintenant ça Fatouma, qui lui aussi est décrié. Ce n'est pas la faute de l'État. Constituez-vous en une véritable force. Et c'est quand vous serez une véritable force que vous pourriez faire passer vos revendications auprès de l'État. Voilà, nous allons prendre une ponctuation pour permettre, n'est-ce pas, la diffusion de la page publicitaire. J'ai dit, regarde.
Une nouvelle approche de la médecine traditionnelle améliorée au Cameroun. Les laboratoires naturels de la coopération africaine traitent efficacement les maladies virales dites incurables telles que l'hépatite virale A, B, C, D et les cancers viraux, relèvent le taux d'immunité, annulent la charge virale en 70 jours, guérissent les MST et IST tels que la syphilis, le chlamydia, la gonocoxie, etc. en 25 jours. En plus des traitements du surpoids, kyste ovarien, myome et fibrome, traitement préventif des AVC, problèmes d'accouchement et bien d'autres. Pour tout renseignement, nous contacter au numéro 651 36 91 74. Anacaf, votre guérison, notre priorité. Il était 8 h le 10 avril 2019 lorsque Vision Finance SA ouvrait officiellement ses portes au Cameroun avec entre autres le défi de faciliter l'accès au financement, véritable socle de création de richesse et de développement. Une année d'implantation pointue dont le bilan promet un avenir radieux. Vision Finance a pour objectif de participer à l'inclusion financière et au développement de son réseau. Et ceci par le truchement du président du conseil d'administration qui a pensé ce projet. Et aujourd'hui, nous avons financé l'économie à 98% de nos objectifs. Des nouvelles rassurantes qui méritaient de célébrer ce premier anniversaire avec faste et solennité, sans compter avec la situation sanitaire en cours dans le monde qui est venue imposer une autre réalité. Rendu à 1 an, on aurait souhaité célébrer notre anniversaire de lancement avec notre aimable clientèle et les autres prospects pour partager ensemble cette réussite, mais qui n'est qu'à son début parce que nous avons encore beaucoup à faire, nous avons du chemin et prenant en compte toutes les observations, les critiques, on sera toujours prêt à améliorer. Et c'est d'ailleurs dans cette optique que nous avons pensé, prenant en compte la situation sanitaire qui prévaut et intégrant également la circulaire de la COBAC, améliorer la qualité des services par la monétique. En l'espace d'1 an donc, Vision Finance SA vient de rendre sa monétique opérationnelle. C'est à croire que cette accroche forte qui résonne encore dans la conscience collective était une véritable alerte. Nous sommes là. Nous sommes là effectivement avec nos cartes. Toutes ces cartes vous donnent déjà accès aux opérations au niveau des distributeurs de Vision Finance et de tous les distributeurs de toutes les banques CEMAC du réseau JIMAC. Un ensemble de cartes avec des solutions précises qui offrent une palette de choix aux différents porteurs, le premier choix étant celui de la dénomination. La première carte, on l'appelle Ayon, c'est sa marque commerciale, elle symbolise le rayonnement. Celle-ci, elle est destinée aux petits commerçants. La deuxième carte, c'est Essingan. Celle-ci, elle est destinée aux salariés. Je veux parler ici beaucoup plus des fonctionnaires. La troisième carte, elle, c'est Asimba. Asimba, nous l'avons appelée Miracle. La quatrième carte, c'est Diamond. C'est la carte Prestige. Des cartes Vision Finance SA à utiliser sur n'importe quel distributeur des banques du système JIMAC au Cameroun et en Afrique centrale, avec des précisions qui valent la peine d'être faites aux usagers. Dans le cas où un client de Vision Finance arrivait à opérer dans un GAB qui est celui d'un autre partenaire du JIMAC, il plaint directement à celui qui héberge ce GAB pour avoir une prise en charge rapide et une solution rapide, n'est-ce pas, à sa préoccupation. Vision Finance SA, spécialisée dans la finance inclusive, a fait de la communication son essentiel et est rentrée dans les habitudes de consommation des foyers avec une forte adhésion populaire aux solutions disponibles. J'ai choisi la carte Asimba qui me permet de chouquer 1 500 000 francs par semaine à tout moment, aux heures où j'ai besoin pour m'occuper de ma famille et gérer mes affaires comme il se doit. Je ne suis plus obligé de venir m'aligner au guichet et perdre les business que j'ai à faire là dehors. Avec ma carte Asimba, tout est réglé.
Depuis le lancement des souscriptions des cartes à Vision Finance, nous remarquons une affluence vraiment accrue à nos guichets. Et compte tenu de la pandémie, de l'heure, nous prenons également des mesures afin de permettre à tous les potentiels souscripteurs de pouvoir souscrire en toute sérénité. Par ces temps de confinement et de distanciation sociale, l'effectivité des cartes pour les usagers actuels et futurs des solutions de Vision Finance SA était de mise. J'invite notre clientèle qui nous a fait confiance à venir massivement à nos guichets, effectivement pour souscrire à ce nouveau produit que Vision Finance a bien voulu mettre à votre disposition pour davantage être proche de vous et respecter également les conditions de distanciation sociale et notamment toutes les mesures prises par le gouvernement. Nous croyons au changement par l'effort et à l'avenir dans la finance. Nous, Vision Finance SA. Vision Finance, l'avenir dans la finance. Voilà, retour sur ce plateau après cette page publicitaire et nous enchaînons immédiatement avec la revue de presse et nous ouvrons avec le quotidien Infomatin. Infomatin qui titre à sa grande une « Lutte contre la Covid-19, Paul Biya arme le personnel de santé ». Au nom du chef de l'État, le MINAT, Paul Atangandji, a remis vendredi un don spécial au MinSanté Manaouda Malachi, constitué de 100 000 masques chirurgiens, 20 appareils respiratoires, 700 combinaisons de protection, 700 paires de gants, 700 lunettes de protection, 700 calotte ainsi qu'une ambulance médicalisée. Toujours à propos du quotidien Infomatin, nous pouvons lire concernant toujours la lutte contre le Covid-19, 11 projets numériques des étudiants de l'IAI téléprésentés à l'État. Les initiatives des virtuoses de la grande école de formation dirigée par Armand-Claude Abanda ont été appréciées par le Minjek Mounouna Futsu. Autre actualité, autre journal, c'est Réalité Plus où nous pouvons découvrir Paul Biya chouchoute le corps médical au front contre Covid. Et puis, Conseil constitutionnel, le professeur Joseph Oona est en haut. Place au journal Le Quotidien qui titre à sa grande une, lutte contre le Covid-19, Paul Biya renforce les capacités du MinSanté. Le journal Génération, quant à lui, s'intéresse au plan triennal spécial Jeunes avec comme titre Paul Biya sauve les 102 milliards de francs CFA du programme. Place à la République Presse, le quotidien La République Presse. Ici également, c'est le don spécial du président Paul Biya au personnel de santé qui est d'actualité avec pour titre 100 millions anti-Covid. Le journal Le Pélican, nous pouvons lire croisade gouvernementale contre la propagation du coronavirus au Cameroun. Le chef de l'État booste le moral des personnels de santé. Et toujours lutte contre le coronavirus dans l'arrondissement de Monatélé. Plus de 35 villages désormais équipés. La mairie en feu. Cameroun Tribune, le quotidien national, titre ce lundi, lutte contre le coronavirus, Paul Biya aux côtés du corps médical. Le président de la République a offert du matériel de travail et une ambulance médicalisée au personnel engagé dans la lutte contre la pandémie. Ce don a été remis vendredi dernier au ministre de la Santé publique par l'OMINAT Paul Atangandji. C'est donc à lire dans les pages 2 et 3. L'Indépendant, l'hebdomadaire d'enquête, d'analyse et de sondage, titre à sa une, d'évolution du pouvoir, retour à un successeur constitutionnel. L'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès
pour accorder toute son onction à Joseph Oona, désigné membre du Conseil constitutionnel. Au-delà de la solennité qui y en découle, cet événement préfigure bien de manœuvres au sommet de l'État, une session ordinaire aux enjeux extraordinaires. À présent, l'hebdo de Moyo Mosala, où nous pouvons lire « D'évolution du pouvoir, tout est prévu ». Sous l'impulsion de Paul Biya, la République du Cameroun est une démocratie dans laquelle la loi fondamentale consacre les droits et les libertés. Les institutions y fonctionnent normalement et les mécanismes d'accession à la magistrature suprême sont connus et arrêtés. En pleine bataille épique contre le Covid-19, pas de place pour les apprentis sorciers portant de slogans de marchandage politique tels que hold-up électoral, succession de gré à gré, vacances du pouvoir, etc. Place au quotidien La Nouvelle, révision constitutionnelle, guerre farouche au sommet. Et puis Alfred Nguini, 90 minutes devant la caisse pour sa maîtresse. Le quotidien Émergence nous fait savoir ce matin qu'au palais d'Etoudi, Brenda Biya, source de grosses inquiétudes. Toujours à propos du quotidien Émergence, nous pouvons lire tribunal criminel spécial vers la libération de Basile à Tanganakuna. Et là, c'est un point d'interrogation. Le journal L'Anecdote, l'hebdomadaire, le bi-hebdomadaire, donc L'Anecdote, titre à sa une de ce lundi, Opération Épervier, sur les traces des fugitifs et des évacués. Et Simi Meunieux, Yves-Michel Fotso et Ephraim Minoni ont bénéficié de la générosité, de la magnanimité du chef de l'État pour se soigner hors du pays, mais ne semblent plus pressés de regagner leur cellule de Kondengui. D'autres se sont simplement soustraits à la justice et ont pris la poudre d'escampette. À lire donc à la page 3 de ce journal. Mutation, pour le quotidien Mutation, c'est Joseph Oona qui fait la une. On peut y lire Joseph Oona, le remplaçant de luxe. Habitué des missions compliquées et critiqué pour sa présumée phobie d'une ethnie, l'enseignant d'université fait son entrée au Conseil constitutionnel au crépuscule du long bail du chef de l'État avec l'étiquette de joker du pouvoir. À lire cette fois dans Leader Presse, Maéture, lui, Roger Manga, convoqué par un juge. Et puis, hôpital central de Yaoundé, Malachi Manaouda réhabilite les infrastructures. Et c'est tout pour la revue de presse de ce matin. La suite, c'est dans les kiosques à journaux. On rappelle que vous pouvez vous procurer tous ces journaux au prix de 400 francs CFA chacun. Et nous allons enchaîner avec la lecture des messages. Avant de prendre le second thème, nous allons d'abord enchaîner avec la lecture des messages. Il nous faut un statut de l'artiste au Cameroun. C'est le devoir de l'État. Et là, c'est encore signé Otto Marcelin. Cet autre message. Bonjour le panel. Je partage entièrement l'analyse de M. Kak. Il ne faut pas toujours pointer le doigt accusateur vers l'État. Ce n'est pas l'État qui va montrer à l'artiste comment gérer ses biens. La faute est partagée et les artistes ont la plus grande partie. Ceux des artistes qui ont réussi ont fait comment? Maman Guéa, paix à son âme, a eu de la gloire à un moment et c'était à elle de réfléchir et de penser à l'entretien de sa carrière et à sa retraite. Abdou Karim depuis Antananarivo.
Je reviens pour dire à Valère, et là c'est Alain Bella, je reviens pour dire à Valère que c'est normal que le fonctionnaire ait droit à une pension le mois. Mais Dieu seul sait que l'argent qu'un artiste, un footballeur, par exemple, touche pendant sa carrière, un fonctionnaire moyen jusqu'à sa retraite et sa mort ne touchera jamais. Donc, eux aussi ont leurs responsabilités dans leur devenir, bien qu'on ne saurait dédouaner le gouvernement. Bonjour le panel, pourquoi accuser l'État alors que tout le monde réclame la libéralisation dans leur secteur d'activité? Il faut donc aussi que l'État le fasse pour les taximens. La musique est un métier autant que le journalisme. Message signé Charles Abiyemassi. Bonjour le plateau, les musiciens eux-mêmes ne sont pas unanimes. Il ferait mieux de ne plus écrire des chansons et l'État se retrouvera obligé de faire quelque chose pour eux. Rondondo de Fumbot. Le monsieur en veste cravate rouge, j'ai son casier, c'est un intellectuel. Je pense qu'il s'agit de monsieur Kak. Voilà. Bonjour à tous, monsieur Bessala semble tout savoir, mais il n'en sait rien du tout. Chaque association devrait s'organiser. La CNPS permet à tout Camerounais de pouvoir préparer sa retraite en s'acquittant mensuellement de ses cotisations arrêtées par lui-même. C'est signé Georges. Cet autre message, M. Kak a donné l'exemple des grands footballeurs qui ont gagné beaucoup d'argent et aujourd'hui ils vivent dans la pauvreté. La faute à l'État. Question à M. Bessala. Bonjour Info TV, je vous suis en ligne. Le problème est resté le même après 60 ans en Afrique. La musique voit sa survie aux commerçants ou aux fonctionnaires. Je m'incline donc devant tous les âmes perdues à la faute de la bêtise humaine dans le monde. Il faut faire la différence entre les artistes et les ouvriers de l'art, entre les journalistes et les journaleux, etc. C'est donc Otto Marcelin qui revient. Bonjour à vous sur le plateau. Le milieu artistique n'est qu'à l'image du fonctionnement de tous les secteurs d'activité au Cameroun, où l'État, qui est censé être l'organe régulateur de tous ces secteurs d'activité, les a réduits à la mendicité. Conséquence, tous ceux qui produisent des biens et des services, ainsi que les œuvres de l'esprit, croupissent dans la misère totale. À côté de cela, l'on observe que l'on observe donc que tous ces corps de métier ne sont pas aussi structurés, où l'on voit toujours des positions discordantes en faveur de certains qui trouvent leur compte dans la mangeoire du système et qui vous donnent l'impression que tout va mieux et que les autres passent leur temps à pleurnicher sans argument valable. Voilà comment fonctionne notre pays. C'est signé Bekada depuis un Kwaban. Donc le devoir est comme institutionnalisé au Cameroun. C'est donc Otto Marcelin qui revient. Otto Marcelin qui a par ailleurs évoqué la question du statut de l'artiste. Patriarche, est-ce que vous pensez qu'avec le statut de l'artiste, ce dernier pourra véritablement vivre de son art? Pourquoi il n'y aurait pas de statut de l'artiste? Il y a le statut du fonctionnaire, il y a le statut de ceci. Pourquoi l'artiste ne devrait pas avoir? On s'arrange à ne pas faire un statut de l'artiste parce que ça pourrait ça pourrait fermer le robinet des prévaricateurs. Ça, je le maintiens. C'est exact, il y a certains artistes qui, lorsqu'ils ont le vent en poupe, ne pensent pas à l'après-succès. C'est exact. Mais de là à dédouaner, j'ai dit, on n'a pas à canoniser. Si on canonise l'État dans cette histoire, c'est que l'État est mort. Et l'État, effectivement, dans le domaine de l'art musical, l'État est effectivement mort. Parce que
depuis que des sociétés de gestion des artistes existent, mais il n'y a personne qui peut vous dire celui-ci est venu, il a bien traité l'affaire. Mais ce qu'on constate, c'est que chacun qui passe ne sort pas de là-bas les mains vides. Pendant ce temps, ceux qui produisent n'ont rien. C'est vrai, il y a des artistes, je vous l'ai dit, ne nous fions pas. C'est même d'ailleurs pour cela que aujourd'hui les chansons sont seulement tirées des faits qui sont en dessous de la ceinture, parce qu'on n'a pas une véritable culture, on n'a pas une véritable instruction. La musique, dans les temps où il y avait la musique au Cameroun, c'était des messages, et des messages qui disaient quelque chose. Aujourd'hui, c'est rien du tout. C'est à peine si on ne fait pas de borborisme et puis on dit qu'on a fait un morceau. Les artistes au Cameroun devraient effectivement être sérieux. Mais je connais la technique. La précarisation des artistes est un outil de domination. Et l'État au Cameroun, par exemple, ne veut avoir aucun contre-pouvoir. Il n'y a qu'à voir avec les médias. Quand les gens disent les médias, c'est le quatrième pouvoir, mais non. C'est de la moquerie. Oui, c'est de la moquerie. À la rigueur, et normalement, les médias, c'est des contre-pouvoirs. Et ici, puisqu'il s'agit des artistes au Cameroun, nous l'avons dit, il y a des artistes qui sont fautifs dans leur comportement, mais cela vient de ce que nous l'avons dit aussi, ils n'ont pas de statut et rien ne s'occupe véritablement de leur sort. Parce que lorsque vous allez en ville, vous allez voir des enfants vendre des disques, si vous voulez. Et personne ne leur demande comment ça se fait que vous ayez autant de CD. Personne. Or, nous avons la police, on devrait même, dans le cadre de l'organisation des artistes, avoir un organisme qui s'occupe de ça. Mais pas du tout. Alors, ce sont les voyous, ce sont des bandits qui profitent du travail des autres. Ce n'est pas du tout normal. On n'a jamais entendu dire que quelqu'un qui a falsifié ou bien qui a multiplié le CD d'un artiste et qui vend ça pour son propre compte a été en prison. Or, c'est une infraction. Voilà, Yulika voulait réagir. Oui, je voulais réagir parce que quand un monsieur comme Otto Marcelin fait une suggestion comme celle qu'il a faite, il y a ce message, celle de créer le statut de l'artiste, il sait de quoi il parle. Je suis entièrement d'accord avec lui qu'il faille créer le statut de l'artiste. Mais maintenant, parallèlement à cela, il y a une question. Est-ce que c'est ça la solution? Malheureusement, non. Puisque nous avons des corps de métier ici qui sont régis par un statut, mais qui connaissent les mêmes problèmes, voire même pire que ce que les artistes rencontrent aujourd'hui. Sauf que je continue de penser, pour moi, que la solution à ce par quoi les artistes passent ne va venir que des artistes. Je vous prends un cas très simple. Vous connaissez l'histoire de M. Esso Essomba à la Sosinada? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a mangé vraiment dans la soupe, dans l'assiette des artistes comme ce monsieur-là. Mais est-ce que vous avez encore entendu parler de lui un jour? Jamais. Et c'est la coule douce dans son coin. Il a amassé ce qu'il a pu amasser. Même ce qu'il faisait, qui avait fait sa renommée, la musique, il n'a plus jamais sorti d'album. Quand vous parlez de Esso Essomba, c'est fini. Mais il a géré les artistes. C'est ça le problème des artistes aujourd'hui. Les artistes à eux-mêmes n'arrivent même pas à voir dans la même direction. Ils n'arrivent pas à voir dans la même direction. L'État, c'est-à-dire que les défauts de l'État dans ce pays sont... Tu connais une corporation qui a une vue unique. Mais c'est de ça qu'il s'agit. On ne va pas tout le temps attendre de l'État. L'État, celui que nous avons face à nous, nous a démontré depuis des années qu'on ne peut plus compter sur lui. Les footballeurs, vous imaginez que le syndicat national des footballeurs est dirigé par les anciens footballeurs, mais les footballeurs continuent de croupir dans la misère. Bon, voilà Bertrand, je reviens à vous, un statut de l'artiste, il y a espoir? Il y a effectivement espoir tant que les artistes existent, mais il n'y aura pas espoir tant que l'État n'a pas de volonté d'aller dans ce sens.
Vous savez, l'espoir au Cameroun est un peu comme nous qui avons étudié la mythologie. On disait souvent, on veut dire l'espoir est comme les cheveux de Léonore. Quand on pense qu'il y en a plus, c'est qu'il y en a encore. C'est un peu ça. L'espoir n'existe que parce que l'homme existe, parce que le peuple est là. Mais dans une société politique, l'espoir existe toujours en bas. Mais l'espoir n'existe pas en haut. Parce que ceux qui sont aux affaires ont déjà oublié d'où ils viennent. Et ils se comportent effectivement comme ce qu'a dit le patriarche des prévaricateurs. Je crois que cet espoir peut subsister et se réaliser après ce régime. Comme j'ai l'habitude de le dire, il n'y a rien de bon qui peut sortir de ce régime allant pour le bien-être des populations. Le président est coincé entre ces apparatchiks, ceux qui pensent que la République c'est eux et ça ne devrait rester que eux. Donc lui-même, il a déjà maille à partir avec son entourage. C'est pour cela que nous, on ne veut plus attendre grand-chose du président de la République. On sait qu'il a déjà un certain âge. Même les artistes aujourd'hui, je sais qu'ils sont convaincus qu'ils ne peuvent plus attendre grand-chose parce que, vu son âge, vu aussi peut-être l'importance de cet entourage-là qui est contre son action, il a décidé peut-être de choisir certains pans de la société qu'il va réguler et qui sont essentiels. On a des questions de monnaie, on a des questions, mais le reste là vraiment ça importe peu. Je crois que les artistes verront peut-être leur bonheur après ce régime avec quelqu'un d'autre peut-être qui sera un dictateur éclairé, comme aime à le dire le patriarche, et j'achète cette expression comme cela parce que c'est ce qu'il faut au Cameroun. Il faut un dictateur éclairé, il faut la chicotte dans tous les secteurs. C'est ce qu'il faut. Donc pour moi, vous avez bien raison de poser la question. Espoir, oui, mais pas sous ce régime. Voilà, compte tenu du temps qui nous tient à la gorge, nous allons immédiatement enchaîner avec le deuxième thème de cette émission. Nous allons parler du don du sang au Cameroun, état des lieux. Et je m'avais posé immédiatement la question à M. Kak. Avez-vous déjà eu, n'est-ce pas, à donner de votre sang, ne serait-ce qu'une fois de manière bénévole? C'est grave, Aline. Ouais. Je l'ai fait 3 fois et à toutes les fois, les personnes pour qui je donnais du sang sont décédées. Et donc, du coup, Ton sang n'est pas bon. Ah, bah ouais. Ton sang ne porte pas cher. Ah oui, non, ça c'est clair. Je ne sais pas si c'est mon sang qui fait. Bon, en même temps, si je me suis savoir si c'est ton sang qu'on leur a donné. Non, on ne peut pas leur donner mon sang. Ce qui est sûr, c'est que vous donnez. Oui, pour qu'on choisisse le groupe effectivement qui correspond. Et ça me fait mal parce qu'il y a 2 ans de cela, j'ai mon meilleur ami qui décédait à Douala. Et lorsqu'il était gravement malade et qu'il avait besoin de transfusion sanguine, son épouse, je fais partie des premières personnes qu'elle a appelées pour me dire qu'il fallait effectivement du sang à Boris. J'étais gêné parce que je lui avais dit, écoute chérie, je veux bien aider Boris, mais j'ai fait don de sang à 3 personnes qui sont décédées. Ça m'a traumatisé, donc du coup, non, je l'ai fait, Aline. Bon. Et l'autre chose aussi, je vous raconte une petite anecdote, parce qu'on va parler du don de sang, vous comprenez. Lorsque nous étions élèves au lycée de Biemassi, il y a le personnel de la santé, l'hôpital central qui est arrivé, et on nous avait fait donner du sang. Et j'ai un ami qui s'en souviendra toute sa vie. Alors, on vient le chercher à l'école, puisqu'on avait fait don du sang le vendredi. Lundi, la suivante générale vient le chercher. On veut voir M. Koum. Il arrive. M. Koum, vous avez fait don du sang vendredi? Oui. Vous devez partir à l'hôpital central. Okay. Nous étions nombreux quand on donnait ça. Pourquoi ce n'est que moi qui dois aller à l'hôpital central? Il vient nous faire part de la situation. Il dit, bon, écoute le gars, peut-être tu es malade, vas-y. Il va à l'hôpital, il se présente, on lui a donné toutes les indications, on devait se présenter, il se présente. Et quand il se présente à la femme qui le reçoit en premier, l'attitude de la femme l'amène à avoir peur. Oh, ben écoutez, monsieur Koum, le médecin va vous recevoir. Franchement, c'est une maladie comme toutes les autres. Vous pouvez continuer de vivre avec. Alors là, ça va pas bien dans sa tête. Et il finit donc par rentrer au bureau du médecin. Sauf que quand il arrive, c'est un peu comme si vous avez Willy Kak et on vous dit « Bonjour Patrick ». Non, Patrick comment? Il donne son prénom. Il dit, mais c'est pas vous Koum. Non, moi c'est Koum, c'est si. C'est une confusion. Et quel soulagement. Non seulement il était soulagé, et il nous a dit, lui, il le don de sang. C'était fini.
Voilà, on remarque dans Patriarche qu'il y a tout de même un véritable problème, c'est-à-dire que le Camerounais et la culture du don du sang, le don du sang n'est pas encore la chose la mieux partagée jusqu'à ce jour. Il devrait rester comme ça. Pourquoi? Parce que moi j'étais donneur de sang. Et qu'est-ce que je constate? Et tous les donneurs vous le diront. Vous donnez le sang gratuitement, mais on vend une poche de sang à 15, 20, 25 000. Mais pourquoi? Si vous Parce que dit-on, il y a des frais. Il y a des frais, oui, puisqu'il y a des tests qui doivent être faits sur le sang que vous avez donné, mais 25 000. Et le rôle de l'hôpital public, c'est lequel? C'est vrai, je suis d'accord avec vous à ce niveau. Non, je dis, c'est lorsque j'ai constaté que le sang que je donne, on le vend aux malades, j'ai dit terminé, je ne donne plus le sang. Parce qu'on ne peut pas faire ce genre de jeu dangereux où d'abord on vous donne le sang, on ne vous donne rien, parfois c'est... Du pain et de la sardine. Un peu de la sardine, un peu de lait. Un peu de lait. Pourtant, vous venez de perdre plusieurs calories. Oui, sans être un spécialiste nutritionniste, mais je ne sais pas ce que la sardine peut vous donner à quelqu'un qui a perdu du sang, parce que une poche de sang, c'est quand même costaud. Donc, j'ai dit, je ne donnerai plus jamais le sang. Et encore que Willy disait quelque chose, il a donné le sang, les gens sont morts. Il n'est pas sûr que c'est son sang qu'on a donné à ceux qui sont morts. Parce que si on te dit que moi, par exemple, je suis du groupe B positif, si je donne le sang, on ne peut le donner qu'à quelqu'un qui a le groupe B positif. Donc, lorsque vous donnez le sang, vous ne savez même pas à qui on va le donner. C'est là qu'on observe que ça correspond, qu'on peut donner. Donc, de toute manière, comme la plupart des activités chez nous, il faut revoir cela. Parce que nous l'avons vu l'autre jour, le Monseigneur Cléda donne le remède gratuitement. Et lorsque vous arrivez, on vous dit il faut donner 18 000. Tu dis pourquoi? Mais parce qu'il y a des examens. Mais ce n'est pas ce qui est dit. Donc, je voudrais qu'on sache que lorsqu'on donne le sang gratuitement, il serait souhaitable et hautement recommandable de le donner aussi gratuitement aux patients. Aline, je voudrais, si vous me permettez, là c'était passé la phase des anecdotes, je voudrais quand même que les gens comprennent qu'il y a un sérieux problème dans le don du sang au Cameroun. Savez-vous que le besoin en don de sang au Cameroun est de 400 000 poches de sang. Mais jusqu'ici, on n'a jamais eu une année où on a fait ne serait-ce que 1000 poches de sang. Donc, il faudrait qu'on comprenne qu'il y a une urgence. Parce que ce sang que nous donnons, c'est pour sauver des vies. Malheureusement, il y a certains paramètres qui rentrent dans ce problème de don de sang, d'où pour moi l'utilité de cette journée mondiale de don de sang, parce que la vie des gens en dépend. La vie des gens en dépend. Et aujourd'hui, le problème, le don du sang fait face à plusieurs problèmes. Nous avons les considérations religieuses. Il y avait des religions, je ne vais pas les citer ici, où la transfusion sanguine est totalement interdite. Moi, j'ai un petit cousin qui est décédé il y a quelques années, tout simplement parce que mes cousins avaient refusé qu'on lui fasse don de sang pour lui sauver la vie. Mais ce qu'il faut aussi, c'est qu'il faut que l'État prenne véritablement à bras le corps cette affaire. Parce que le patriarche disait, et c'est choquant, c'est choquant, c'est-à-dire que vous venez pour faire don de sang pour sauver la vie d'un de vos proches. Et lorsque vous allez à la banque de sang, on vous dit il a besoin de 3 poches de sang et une poche de sang, c'est 25 000. Pour 3 poches de sang, ça fait 75 000. Alors que vous avez fait don. Et parfois, si vous n'avez même pas de donneur, le prix et ça augmente. Peut augmenter. Il augmente, il va même jusqu'à 100 000 dans certaines formations sanitaires. Et vous avez les régions aujourd'hui où il n'y a pratiquement plus de sang dans les banques de sang. Moi, je l'ai vécu encore avec un ami du côté des Bolova. C'est-à-dire qu'il était à l'hôpital régional des Bolova. On vous disait qu'il n'y a pas de sang. Donc il fallait appeler à gauche et à droite pour que les membres de la famille, les amis rallient Ebolova pour faire don de sang. Et pourtant, à Ebolova, dans la région du Sud, il y a toute une association de donneurs bénévoles de sang. Mais quand vous allez vers eux, ils vous disent non, on ne peut pas donner gratuitement le sang et après on revend ce sang parce que ce sang, on le donne aux personnes vulnérables.
Et on ne peut pas donc, en revanche, au niveau des hôpitaux, leur vendre le sang et à quel prix? Il y a quand même des examens qui doivent être faits, c'est vrai. Ça induit un certain nombre de charges, mais de là à vendre une poche de sang à 25 000, il faut véritablement que les autorités sanitaires de ce pays voient cette question. Oui, Valère Bertrand constate donc que la culture du don de sang n'est pas encore la chose la mieux partagée, au-delà des barrières culturelles et religieuses telles que relevées tout à l'heure par le patriarche et M. Kak. Qu'est-ce qui coince véritablement? Je crois que ça a été dit déjà, le mercantilisme autour de cette affaire. Je crois que le don du sang, SANG, a cédé la place au don du sang, SANS. C'est-à-dire que vous donnez du sang, mais il n'y en a toujours pas. Parce qu'en fait, M. Kak l'a évoqué tout à l'heure, vous ne pouvez pas comprendre cette aberration. On vous dit, si vous avez un donneur, alors on peut vous aider. Alors les gens, vous appelez la famille, ils viennent, ils donnent, mais on vous dit, la poche c'est 16 000, c'est 20 000, c'est 25 000 francs. Il y a déjà un problème, c'est le business du sang. Le business du sang, est-ce qu'il doit vraiment encore ressembler à ce que nous on se souvient quand même que quand on était tout petit, dans les années 90, le don du sang était vraiment un don du sang. C'est-à-dire qu'on appelait les membres de la famille, compatibles ou pas, et vous donniez 3 poches et on partait aussi prendre 3 poches, on vous les remettait, on ne vous demandait rien du tout. C'est comme cela que ça fonctionnait avant. Il n'y avait pas de demi-mesure ni de questions dessus. On vous dit il vous faut 3 poches, 3 membres de la famille ou des amis viennent, ils déposent 3 poches, on prélève, on va dans la banque, on prend aussi 3 poches, on vous les invite. Voilà. C'est comme ça que ça marchait. Équitable. Mais il y a un problème maintenant, c'est qu'est-ce qui est arrivé entre-temps? Ils vont donc vous dire que non, le sang qu'on a apporté, il faut le travailler, il faut le nettoyer, et c'est ça que vous payez. Non, ça n'a pas de sens. Parce qu'en fait, quand on dit don de sang, ça suppose que c'est l'État qui devrait assumer la transformation du sang. Le traitement même. Parce qu'en fait, le traitement, parce que c'est même ça le bon terme, le traitement de ce sang pour qu'en fait, il soit inoculable. Il soit d'abord sain et soit inoculable. Donc, il y a donc, vous comprenez qu'il y a déjà tout un business qui a été organisé par le personnel sanitaire et les dirigeants des hôpitaux autour de cette affaire. C'est pour cela que les gens aussi sont réfractaires et il a raison de le rappeler et ils ne sont pas les seuls. Même à l'Est, même dans le Nord, c'est comme cela que ça marche. C'est-à-dire que où des associations de donneurs sont désormais réfractaires à donner parce qu'en fait, ils se rendent compte que leur sang est commercialisé et fait des bénéfices de chaque. Parce que ce qu'on ne dit pas aussi, c'est peut-être que les directeurs des hôpitaux ne vous diront jamais, parce que le matériel qui sert à nettoyer ce sang-là, à le traiter, c'est l'État qui l'assume. C'est le budget de l'État qui assume. Pourquoi donc encore faire payer les pots de sang à ces gens qui ont déjà remplacé les pots de sang qui se trouvaient dans votre banque de sang pour l'inoculation? Vous voyez que c'est un vrai business. C'est comme si vous allez arriver dans la société, dans n'importe quel secteur de la société, où l'État a déjà assumé le service public. Et on vient vous dire qu'il faut payer, parce que quand on parle de corruption, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est comme si vous arrivez devant un fonctionnaire qui est derrière un bureau et qui vous dit pour signer votre dossier, vous voyez, la maison a été balayée par un agent d'entretien. Et l'agent d'entretien est pourtant payé par l'État. C'est même un personnel de la maison, de ce ministère, puisqu'il est agent d'entretien. Mais on vous dit qu'il faut ajouter 1000 francs pour donner à l'agent d'entretien. Parce qu'elle a nettoyé le bureau pour que lui, il puisse signer. Ou bien le bureau, le siège sur lequel il est assis, il faut d'abord payer le nettoyage qui a été fait dessus. C'est pratiquement cela. C'est comme si vous arrivez dans un ministère de votre véhicule, on vous demande de payer le parking qui est au ministère, qui est en face du ministère, alors que c'est le parking du ministère qui est fait à la fois pour le personnel et pour les usagers. Donc c'est la même chose. Donc il faut que l'État regarde cette situation de près. Ce n'est pas sérieux. Je voudrais aussi dire quand même que une journée mondiale du don du sang, moi j'ai toujours des problèmes avec les journées mondiales. Parce que vraiment, pourquoi du donneur de sang? Du donneur de sang, vraiment, que ce soit du donneur de sang, moi je retiens le mot sang. Parce que ça fait de journée mondiale, on célèbre toujours quelque chose dans l'année, quelque chose d'inutile. Pourquoi on ne peut pas célébrer une race? Parce qu'on doit aussi, par exemple, célébrer la fin du racisme. On peut célébrer la fin de l'esclavage. Les Nations Unies vont certainement y penser. Ben oui, mais les Nations Unies vont y penser, mais quand peut-être tous les Africains seront tous morts. Parce que c'est ça le véritable souci. Vous savez, non, mais la journée mondiale, elle est instaurée par l'Union africaine et elle est ignorée par les autres continents. Et tu le sais très bien d'ailleurs. Tu le sais bien. Donc, moi, j'ai un problème parce qu'on a comme l'impression que c'est toujours des slogans que l'on crée, juste peut-être pour débouler des sous des caisses.
soit de l'État, soit des Nations Unies, parce qu'il faut aussi le savoir. Les organisations des Nations Unies vivent du pécule des États. C'est les États qui cotisent ou qui se cotisent chaque fin du mois ou chaque année pour pouvoir les faire fonctionner. Si vous parlez de l'OMS, vous parlez du PNUD, vous parlez de l'UNICEF, vous parlez de ceci, c'est cet argent, c'est l'argent des États. Et si c'est l'argent des États, c'est l'argent de nous tous. Donc on ne peut pas organiser des journées en n'en plus finies qui ne servent pas à grand chose. Vous savez par exemple... C'est une journée importante parce qu'on sait qu'en donnant de son sang, on arrive tout de même à sauver la vie des êtres humains. On ne saurait négliger cette journée. Oui, mais je ne sais pas. Est-ce que le ministère de la Santé vous a donné un jour le nombre de personnes qui ont donné de leur sang en 2019? Monsieur Kaka a sorti un chiffre 400 000. Moi, je sais que c'est le chiffre de 2017 ou 2018 et qui a été sorti par l'institut, un autre institut, donc que je ne vais pas citer. Il faut qu'on le sache. Est-ce qu'on peut vous dire, par exemple, combien nous trouve le traitement du sang qui a été donné? Parce qu'il faut aussi le savoir. Si nous payons, si nous donnons du sang et que nous payons encore les pots de sang, ça veut dire qu'on nous doit des révélations ou alors des statistiques sur le coût du traitement des dons de sang. Pour que nous sachions en fait pourquoi est-ce que nous donnons et en même temps nous payons le sang. Parce que c'est ça le véritable souci. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut voir et puis qu'il faut régler. Oui, monsieur Kak. Oui, non, si vous permettez, Patriarche, je comprends la gêne de Valère par rapport aux journées mondiales. C'est vrai que moi, il y en a qui me fatiguent souvent aussi. Mais c'est de la bêtise. Non, vous savez, l'occasion d'une journée comme celle d'hier, de donateurs de sang, parce que le sang, c'est la vie. Voilà. Absolument. Le sang, c'est la vie. Et c'est l'occasion d'une réflexion profonde. Parce qu'on parle quand même d'un don. Un don, c'est quelque chose qui... Un élan du cœur. C'est un élan du cœur. C'est-à-dire que c'est gratuit. C'est un geste d'altruisme qui est à saluer. Mais qui, malheureusement, aujourd'hui, dans notre pays, est dénaturé. Parce que Valère vous le disait. C'est-à-dire que c'est une sorte d'échange de services. Je viens dans un magasin où il y a du riz, parce qu'il y en a qui en ont besoin. Je sors le riz qui est du magasin et quelques minutes après, j'apporte le riz pour remplacer celui que j'ai sorti. C'est-à-dire qu'on évite la pénurie. On évite qu'il puisse manquer du sang. Mais quand quelqu'un vient faire donc de ce sang-là, de façon gratuite, pour magnifier l'altruisme, mais qu'après, à côté, qu'il y ait des gens qui exploitent là des fins commerciales, c'est là où ça pose problème. C'est pourquoi moi je dis que l'occasion devrait être la bonne pour que les pouvoirs publics réfléchissent sur la gestion du sang qui est distribué volontairement par des personnes qui, à la fin, n'engrangent rien de cela. Parce que c'est gênant, vous comprenez. Moi c'est culturel. C'est parce qu'il y a eu ce qu'il y a. Je vais essayer peut-être encore de faire donc le sang, si la même chose se produit. Alors là, je dirais, franchement, c'est bon. Mais il faut véritablement laisser, moi je voudrais appeler les pouvoirs publics, particulièrement le ministre de la Santé, qu'ils prennent à bras le corps cette affaire. Parce qu'il y a des familles qui en souffrent, il y a des gens qui en meurent. Vous arrivez, je le disais à Ebolo, et Valère disait, ça se passe à l'est, à le nord, partout. Il faut que ce sang que nous mettons à la disposition des personnes qui en ont besoin, qu'on le leur donne. Sans aucune autre forme. Oui, patriarche. Le côté le plus grave, c'est qu'un jour, j'ai eu devant moi un jeune homme qui a été enlevé d'Essa à Douala et qui a été enfermé dans un endroit où on amenait des enfants, on égorgeait, on buvait le sang. Et est-ce que le sang qui manque ne vient pas du principe qu'on a dit aux chrétiens, celui qui boira mon sang et mangera ma chair? Et ce qui fait qu'il y a des rituels où on boit le sang. Et on va le chercher où? Je vous ai raconté l'histoire d'une jeune dame qui est venue à moi pour me dire, papa, on me demande mon sang là-bas. Et il faut qu'on dise ce qu'il faut, qu'on arrête d'aller prendre les poches de sang pour aller boire pendant les rites, je ne sais pas de quoi. Parce que ceux qui donnent, je vous ai dit, j'étais donneur de sang, je ne sais pas si je peux retrouver ma carte. Mais j'ai arrêté ça. Est-ce que ce sont ces rites qui font en sorte qu'il y ait pénurie? Oui.
si les rites prennent non, une ça partie... peut pas être ces rites pâturages parce que le sang dont on a besoin pour les rituels n'a pas besoin d'être traité. Au contraire, il faut le consommer de façon naturelle parce qu'il a certaines vertus que le traitement médical va certainement détériorer. Oui, je ne sais pas qui peut certifier que tout le sang qui est là a été traité pour empêcher aux gens du rituel de venir en chercher. Donc, je dis, on donne le sang gratuitement, il doit être donné gratuitement. Nous l'avons dit sur ce plateau, le sang c'est la vie. Effectivement, si vous n'avez plus de sang, il n'y a plus de vie possible. Donc, quand quelqu'un fait ce don, c'est le plus haut qu'un être humain puisse faire, que les hôpitaux nous laissent le monnayage de ce sang qui est donné gratuitement. Et ils reçoivent gratuitement, ils doivent donner gratuitement. C'est d'autant plus que ceux à qui on donne, c'est pour sauver leur vie. Qu'on arrête de faire du commerce de la vie des citoyens camerounais. Voilà, on rappelle que le thème retenu pour cette célébration de la 17e journée du donneur de sang est enjeu de la redynamisation et du don de sang et de la transfusion sanguine dans un contexte de Covid-19. Alors, Valère Bertrand Bessala, que comprendre à propos de ce thème? Moi, je n'ai pas de problème particulier sur ce qui est fait dans le cadre du Covid-19 et de tout ce qu'on a évoqué. Ma vision est déjà connue, c'est-à-dire que nous sommes dans une situation d'imbroglio total et le peuple camerounais doit se battre comme il s'est toujours battu d'habitude. Moi, je crois que le souci et les priorités de nos aînés qui nous dirigent sont ailleurs et le peuple camerounais ne fait pas partie des soucis de nos aînés. Je crois qu'il y a plusieurs indicateurs qui nous l'ont montré dans la lutte contre le Covid et dans beaucoup d'autres secteurs. Le Camerounais, je crois que c'est le président de la République même qui l'a compris, parce que le Camerounais lui-même l'a dit. Le Camerounais était résilient. Et pour ceux qui ne se sont pas vraiment appuyés sur la définition de la résilience, parce que j'ai vu comment les grands professeurs se sont battus pour trouver un sens à la résilience qui n'avait rien à voir avec ce que le président, avec le vrai sens de ce mot. Résilient est celui qui réussit à résister même quand toutes les conditions de l'échec sont réunies. C'est ça la résilience, c'est-à-dire que tout est réuni pour que vous échouez, mais vous arrivez quand même à survivre et à vous mettre au-dessus de l'échec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons des aînés qui ont décidé de nous plonger dans l'échec, mais les Camerounais réussissent quand même à rester debout. Nous avons des aînés qui ont décidé de vendre le sang que nous donnons gratuitement, mais nous réussissons quand même à sortir des hôpitaux debout. Nous avons des aînés qui ont décidé de nous tuer tous du Covid-19, mais nous sommes toujours vivants et nous ne mourons pas au même rythme, qu'ils ont voulu. C'est ça la résilience des Camerounais. Donc l'homme camerounais par nature est un homme chanceux. Et au-delà de la chance, c'est un homme qui est extrêmement malin, extrêmement rusé et extrêmement prudent. Je crois que c'est ce qui met davantage en rogne nos aînés. Parce qu'ils auraient voulu tellement que le Covid-19 soit une catastrophe au Cameroun pour que des milliards, des centaines sortent pour qu'ils puissent assouvir leurs besoins lucratifs. Mais hélas, les Camerounais ne veulent pas mourir de Covid-19. Ils sont toujours debout. Donc c'est ça la grande particularité du peuple camerounais. Et votre question, madame, m'en vient fort à propos. Pour me faire dire et sortir par là que moi je prie seulement le peuple camerounais d'être patient parce que c'est ça le plus important. Il y a des signes qui ne trompent pas. Le Covid est arrivé, même les gens du hold-up se sont calmés. On a vu beaucoup de choses s'estomper. Même dans le nord-ouest, sud-ouest, ils ont certes abattu le maire de Manfé et tout ça, mais on a senti une accalmie. Il y a des signes qui ne trompent pas. Comme dans le maquis, on a eu aussi des accalmies. Je crois aussi que dans cette affaire du nord-ouest et du sud-ouest, on aura une accalmie et qui ira vers une résolution définitive. Peut-être pas avec ces aînés qui entourent le président, peut-être pas sous Paul Biya, mais cela se fera parce qu'au moins le peuple il est toujours debout et le peuple c'est Dieu. Quand il veut, alors tout est possible. Oui, l'émission tire pratiquement à sa fin. Nous allons cependant prendre cet autre message. Le don de sang est très important. Je suis donneur. Il y a un véritable problème. Beaucoup de donneurs ne sont pas sains malgré leur bonne volonté. Allez voir le nombre de poches de sang qui sont détruites
parce que infecté. Message qui porte la signature de Georges. Georges qui est donc très actif ce matin. Monsieur Kak, avec l'arrivée du Covid-19, est-ce qu'il n'y a pas lieu de craindre? Est-ce que l'activité du don de sang ne va pas subir un sérieux coup? Oui, mais justement, d'où l'idée de ces thèmes, parce qu'il faut dire que l'arrivée du Covid-19 a plongé les uns et les autres dans une sorte de psychose. Et vous savez ce que représente le sang. Et d'ailleurs, la réaction de Georges vient fort à propos, parce que ça, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles le Cameroun n'arrive pas à satisfaire à la demande très grande de poches de sang, parce que quand vous allez donner du sang, parfois les gens ne savent pas que ce sang peut être infecté. Ça, ils ne le savent pas. Et il y en a aussi qui, au travers du don de sang, ont trouvé un petit stratagème pour savoir s'ils sont véritablement en santé. Parce que je ne sais pas si ça se fait encore. Je parle sous le contrôle du patriarche Evalin, peut-être qu'ils doivent le savoir mieux que moi, parce que depuis, je ne me livre plus à cet exercice-là. Quand vous alliez pour le don de sang, vous attendiez le résultat de test. On procédait à certains tests et ça permettait à certaines personnes de savoir si elles sont en santé ou pas. Et donc le thème a été bien choisi parce que aujourd'hui, donner du sang en période de Covid-19, avec toutes les suspicions qui vont avec, quelqu'un peut se dire, mon frère, on va me donner le sang de quelqu'un qui a atteint le Covid-19. Donc ce qui n'est pas possible, ça il faut le dire aussi, ce n'est pas possible, mais c'était un thème choisi fort à propos parce que nous traversons une crise qui est, j'espère qu'on n'aura plus pour les 30 prochaines années une crise pareille. Voilà cet autre message. Bonjour le plateau. Baptême de feu réussi pour notre ravissime présentatrice concernant le don du sang. Nous, Camerounais, n'avons pas encore cette culture. C'est signé Fred de Leboudi. Merci bien, Fred. Bien. Et nous arrivons donc au terme de cette émission, le débat, la première sortie de la semaine. Merci à tous les panélistes. Merci au président directeur général du groupe La Météo pour la supervision générale de cette émission. Aline, juste une note qu'on va recouper. Notre confrère Ludovic Onana de la radio terminée Siantou serait décédé ce matin. Information à recouper, vous l'avez dit. Effectivement. À suivre tout à l'heure, une page publicitaire et puis dès 12h, le journal en langue anglaise, une édition présentée par Diane Nenkam. Merci à tous.